c'est une nouvelle table ronde organisée par le comité thématique international Europe, dont Bernard et moi sommes les deux co-référents. On a fait déjà quelques tables rondes sur différents sujets et on est très content de pouvoir faire celle-ci, qui a pour objectif de mieux saisir la complexité des enjeux nationaux, régionaux et internationaux qui entourent l'Iran. Voilà, je vais présenter nos trois intervenants. Nous avons Bernard Ourcade, qui est géographe et directeur de recherche émérite au CNRS, qui a dirigé l'Institut français de recherche en Iran de 1978 à 1993 et qui collabore au site de d'Orient 21, qui est spécialiste bien sûr de l'Iran et du Moyen-Orient et a publié La révolution iranienne de 1979 et l'émergence de nouveaux États. Nous avons aussi la chance d'accueillir Azadeh Kian, alors je ne sais pas si je prononce bien votre nom, excusez-moi, qui est sociologue franco-iranienne, directrice du Centre d'enseignement de documentation et de recherche pour les études féministes de l'Université de Paris Diderot, professeure de sociologie, qui travaille sur le genre et le pouvoir au Moyen-Orient et les nouvelles formes d'action politique en Iran. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur l'Iran et sur l'islam, et notamment de Femmes et pouvoir en islam en 2019. Et enfin, nous avons aussi Clément Terme, docteur en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris et docteur en histoire internationale. Vous êtes chargé d'enseignement à Sciences Po, l'Institut d'études politiques de Paris. Et vous avez notamment écrit L'Iran et ses rivaux, enfin sous votre direction, le livre L'Iran et ses rivaux de 2020, que j'ai lu avec aussi beaucoup d'intérêt. Merci à tous les trois. Juste avant de commencer, juste avant de passer la parole à Bernard, je voudrais juste quand même qu'on ait une petite pensée quand même, d'une part pour Fariba Adelka, qui est donc une chercheuse franco-iranienne qui a été arrêtée en 2019 en Iran, le 5 juin, condamnée à 5 ans de prison en 2020 et qui est pour menace à la sûreté nationale et propagande contre la République islamique et qui est toujours assignée à résidence en Iran. C'est important d'avoir une pensée pour elle parce que la communauté, notamment des chercheurs dont vous êtes et des experts se mobilisent ainsi que de nombreuses associations et aussi des municipalités pour elle. Et puis aussi, certains ont pu le voir sur notre Twitter, nous avons aussi fait un tweet hier pour Arman Abdollahian, qui est condamné, qui a été condamné à mort pour un acte qu'il a avoué, entre guillemets, sous la torture et qu'il avait commis quand il était mineur. Il avait 17 ans, donc c'est contraire au droit international puisqu'on ne peut condamner, on ne peut exécuter des personnes qui ont commis des actes avant d'être majeures. Et l'exécution devait avoir lieu hier. Elle a été repoussée, mais de 3 jours. C'est la 3e fois qu'elle est repoussée. Mais 3 jours, c'est samedi. Et nous, on demande, ainsi que beaucoup d'autres, Amnesty International et d'autres, bien évidemment, que cette condamnation à mort soit annulée. Voilà, donc ça, c'était quand même dans la présentation, 2 personnes auxquelles je souhaitais que tous et toutes ici ce soir, nous puissions avoir une pensée pour elles. Voilà. Maintenant, Bernard, je te passe la parole pour petite présentation historique. Merci Anne, merci à tout le monde d'être présent, voilà, à tous nos membres et également à tous nos invités. Rapidement, enfin oui, on a évoqué 2 noms de personnes qui sont emprisonnées, mais on sait qu'il y en a bien d'autres aussi également dans les prisons iraniennes qui n'ont pas droit vraiment à des procès vraiment équitables et qui attendent toujours leur verdict dans certains cas ou depuis longtemps, qui sont emprisonnés et même évidemment brutalisés ou torturés.
Euh, alors, je vais faire une brève présentation, peut-être, voilà, quelques rappels historiques pour tout le monde, surtout évidemment pour les auditeurs. Depuis la révolution anti-impérialiste de 1979, on sait que l'Iran intrigue le monde entier. En devenant la première république islamique du Proche-Orient, l'ancienne Perse se libérait non seulement d'une dictature honnie, mais elle s'émancipait aussi de son rôle de gendarme régional avec le triangle de stabilité Iran, Irak, Arabie saoudite que les États-Unis lui avaient assigné. Depuis, les relations entre États-Unis et Iran sont devenues obsessionnelles, on peut dire presque, oui, quasi obsessionnelles, imprégnées d'humiliation mutuelle. Le coup d'État contre Mossadegh en 1953, la prise d'otage dans l'ambassade américaine juste après la Révolution, enfin au début de la Révolution, le traumatisme de la guerre Iran-Irak de 1980-88, bien sûr, qui encouragé par voilà, encouragé chacune par plutôt chaque partie encouragée par différents acteurs extérieurs et même souvent même financés et même fournis, disons, en armement par les mêmes, souvent aussi. Cette guerre, bon, ce traumatisme évidemment de la guerre qui va renforcer le nationalisme iranien, qui va nourrir le culte des martyrs et conduire vraiment à l'élimination des révolutionnaires de gauche et à la montée en puissance des religieux et des pasdaran, bien sûr, la milice révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est ce même rôle que l'Occident ne veut surtout pas lui octroyer, c'est-à-dire ce rôle de gendarme régional, bien sûr, avec Israël en pointe qui mène une campagne virulente et des attaques militaires régulières, enfin militaires et cyber aussi, bien sûr, contre la supposée puissance de cet ennemi. Je dis supposée puissance de cet ennemi, on va certainement y revenir parce que à savoir vraiment, est-ce que vraiment l'Iran est si menaçante que cela? Et aussi une autre question qu'on peut se poser, si hier l'Irak a subi ce qu'elle a subi et elle continue de le subir, est-ce que l'Iran demain le subira? Mais de quelle puissance s'agit-il justement, de cette puissance-là, la fameuse puissance iranienne? Est-ce qu'il est si dangereux pour l'équilibre régional et mondial? Est-ce que l'Iran cherche vraiment à acquérir l'arme nucléaire? C'est une question que je me suis toujours posée. Évidemment, il y a des signaux dans les deux sens. Enfin, il y a la version officielle, non, on ne cherche pas à acquérir l'arme nucléaire, c'est juste du nucléaire civil. Et évidemment, les accusations dont l'Occident et surtout l'Arabie saoudite et Israël les accusent. Maintenant, qu'en est-il véritablement? Si vous le savez, ce serait bien qu'on le sache. Et pourquoi d'ailleurs elle aimerait acquérir l'arme nucléaire? Est-ce que c'est parce que les États-Unis ont choisi l'Arabie saoudite comme nouveau gendarme, qui d'ailleurs joue déjà en partie ce rôle, notamment au Yémen, au Liban, en Syrie? Ce ne serait pas aussi parce que l'Iran, en plus d'être sous sanctions internationales, est entouré de pays considérés comme hostiles à son égard, où sont d'ailleurs installées de nombreuses bases américaines. Lorsqu'on regarde une carte, évidemment, de la région, on voit bien qu'il y a un certain nombre de bases américaines qui sont aux alentours, et on peut comprendre d'un point de vue iranien, peut-être, qu'on se sente menacé. En quoi le chiisme, dont il est le pays phare, représente-t-il une menace réelle pour le sunnisme dominant dans la région? Bref, en gros, où en est aujourd'hui l'Iran, avec une élection présidentielle verrouillée qui s'est tenue au mois de juin. Un ultra-conservateur a été élu, entre guillemets, après avoir été adoubé par le pouvoir et le guide suprême. Est-ce qu'il faut s'attendre à des changements, alors qu'Ibrahim Raïssi est aligné sur les positions du guide et que les 10 réformateurs n'avaient qu'un pouvoir somme toute assez limité et miné par les sanctions américaines qui ont contribué à ruiner l'économie du pays? Comment ce changement d'administration va-t-il influer sur le cours des négociations de Vienne pour un nouveau traité de coopération sur le nucléaire, auquel participent notamment la France, bien sûr, la Russie et la Chine? Et également, peut-être comme dernière question, et quel rôle jouent ces dernières sur cet échiquier? Est-ce qu'elles jouent un rôle vraiment important? Ben, c'est sûr la Russie et la Chine, mais la France aussi. Est-ce qu'elle a vraiment son mot à dire dans tout ça? Voilà donc les grandes questions que nous allons aborder. Comme vous avez dit tout à l'heure, Bernard Arcade, on va essayer de ne pas terminer à 23 heures. Mais je vais vous céder la parole alors tout de suite, peut-être à
à Bernard Hourcade pour nous dire peut-être votre point de vue au départ, en fait, tout de suite, disons là-dessus. Enfin, votre point de vue aujourd'hui, disons, ce qu'en est, où on en est aujourd'hui, en fait, à travers tout ça, à travers toute cette histoire notamment. Est-ce qu'on va vers une escalade? Pourquoi poser les questions d'escalade? Est-ce que quand on va analyser les rapports entre le Brésil et l'Argentine, on va tout de suite dire est-ce que le Brésil va attaquer l'Argentine? Peut-être, mais pourquoi donc poser une question de guerre a priori quand il s'agit d'Iran? Bon, l'Iran n'est pas un pays ni pire ni meilleur que les autres, mais de poser 5 fois les questions, excusez-moi d'être un peu direct, mais on est là pour ça, en termes de conflit, hier encore, on voyait, c'était le président américain qui disait tous les scénarios sont désormais sur la table, les Israéliens ont dit nous sommes prêts à des mesures militaires. On se retrouve en 2011, 2013, 2014 où on disait c'est la bombe, l'attaque. La question n'était plus si on va attaquer l'Iran, mais à quelle heure on va attaquer l'Iran. C'est ce genre de discours qui est parfaitement, qui n'est pas fondé et qui fait qu'on ne peut pas travailler sur l'Iran de façon sérieuse. Or, ce qu'il faut voir, c'est qu'en 79, vous l'avez dit très justement, il y a eu une vraie révolution. Vraie révolution, c'est-à-dire beaucoup de drames, beaucoup d'injustices, de meurtres, de drames, de sang, de choses inadmissibles. C'est les effets de toutes les révolutions. Mais il y a aussi derrière de vrais changements de nature dans les relations politiques et sociales. Bon, et ça met du temps à se stabiliser. En France, on a fait la révolution en 89, et c'est 100 ans plus tard que la Constitution a fait une vraie république à peu près stable. Bon. Donc, on peut s'imaginer que pour l'Iran, c'est le même genre de question existe. Autrement dit, où on en est aujourd'hui, on en est à un pays qui a vécu une révolution, qui n'a pas fini de stabiliser le phénomène dans la mesure où il y a eu la guerre Irak-Iran et ensuite les sanctions américaines qui n'en finissent plus, qui ont perturbé l'évolution du pays. Et donc, les dynamiques internes anti-impérialistes dont vous avez parlé au début de la révolution, le président Bani Sadr vient de décéder il y a 2 ou 3 jours et c'est un de ses représentants. On peut discuter, mais enfin, c'est un personnage important de ce point de vue-là. Cette révolution n'a pas été stabilisée, n'a pas retrouvé sa dynamique, et n'a pas pu se développer normalement. D'où les questions que l'on pose. Mais il faut peut-être voir en Iran aujourd'hui quels sont les facteurs qui permettent d'être constructifs en quelque sorte et de pouvoir contribuer à la stabilisation régionale et aussi au bonheur des Iraniens, plutôt que de voir dans quelle mesure et à quelle heure l'Iran sera bombardé. Donc il y a une question de discours qu'il faut peut-être éliminer de vocabulaire, de façon de penser, si on veut discuter des relations entre 2 pays ou avec l'Iran avec ses voisins, même si l'Iran, évidemment, n'est pas un pays exempt de toute critique en matière d'ingérence étrangère, etc., et qui joue un peu trop souvent avec le discours « retenez-moi ou je fais un malheur, je puis vous attaquer, vous faire beaucoup de mal », mais c'est le genre de discours de pays un peu faibles qui disent si vous ne me faites pas ça, je vais vous attaquer alors qu'ils n'ont pas les moyens. Donc essayons d'avoir un discours sur l'Iran qui soit non pas positif, non pas négatif, mais un discours qui voit les dynamiques dans un peu tous les sens et pas simplement les dynamiques de guerre. Bon, je m'arrêterai là si vous voulez pour vous. D'accord. Alors, oui, donc, bon, Bernard nous a fait la synthèse un petit peu historique. C'est vrai que l'élection au mois de juin dernier, le 18 juin, d'Ebrahim Raïssi, qui est vraiment, enfin, élection, je mettrai des guillemets, puisque la plupart des autres candidats ont été empêchés de se présenter, donc qui est un ultra-conservateur. Ancien chef du pouvoir judiciaire d'ailleurs, et qui avait été sous sanction internationale. Donc, on a quelqu'un quand même qui est extrêmement rigide et conservateur, un peu permet à la fois d'instaurer une certaine stabilité de l'État, parce que la cogestion avec le guide serait peut-être plus facile. En même temps, on sait que les factions au sein du régime, c'était bon, des fois des factions un peu de façade, hein, puisque l'autorité suprême, tout le monde sait bien que c'est celle du guide. Donc, mais je voulais demander peut-être à Clément Terme si cette élection, entre guillemets, ne risquait pas de créer une sorte de fuite en avant et une prise de risque, même en termes de légitimité par rapport à la population iranienne,
En plus, le contexte de la crise économique est extrêmement prégnant et on sait que l'abstention, en fait, a dépassé les 50%. Enfin, donc, au moins cette façade de légitimité démocratique et électorale n'est même plus tellement, n'existe même plus, la façade. Oui, en fait, le gros changement, je pense surtout au niveau de la répression, c'est que le régime est passé à la violence, c'est-à-dire que désormais on peut tirer à balles réelles sur des manifestants, ce qui était quand même une ligne rouge parce que il y avait quand même une certaine retenue, notamment par rapport au discours sur le régime précédent, pour pas apparaître comme pire que le régime du Shah. Donc le problème aujourd'hui, c'est que en interne, il y a une désillusion même par rapport à cette alternative entre les factions, hein. Moi, je suis l'élève d'un professeur qui a écrit au début des années 2000 l'illusion réformiste. Donc, il y avait déjà, on le savait déjà en termes mécaniques, etc. Mais c'est un discours qui portait notamment en Occident. Et notamment, on peut s'interroger sur la perception des médias occidentaux et cette guerre de l'information, hein, que livre le régime sur ce qui se passe à l'intérieur. Il y a un très bon article qui est paru hier d'un activiste iranien qui dit que l'Iran des médias occidentaux, c'est l'Iran nucléaire, mais que la vie en Iran, c'est la répression. Donc, il y a plusieurs Irans. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que depuis les manifestations de 2017-2018, des révoltes des classes populaires, il n'y a plus cette façade, mais c'est parce que un autre collègue appelle l'ayatollah Khamenei l'ayatollah Machiavel, Karim Sadjapour, parce qu'il a compris en 2009, après le mouvement vert, donc la révolte des classes moyennes, qu'il ne pouvait pas être aimé, qu'il fallait être craint. Donc, ils ont déjà fait ce choix. Ce n'est pas non plus une nouveauté, c'est-à-dire que ces choix sont accentués et s'expriment de manière caricaturale. Donc, ils profitent en fait finalement, hein, de deux aubaines au niveau du contexte régional. Première aubaine, c'est avant l'accord sur le nucléaire, c'est l'émergence de Daesh. Donc là, ils peuvent dire, regardez, il y a pire que nous, en quelque sorte. Et c'est un peu ce qui habille, hein, l'accord sur le nucléaire de 2015. Ce qu'on appelle les réalistes chez nous vont pousser, hein, à la collaboration. Donc c'est l'extrême droite, hein, il faut bien préciser. Parce qu'au début, ça a été dit que c'est une révolution anti-impérialiste. Mais c'est l'extrême droite française, hein, qui envoie l'ambassade d'Iran, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen. Donc, ce n'est pas du tout des gauchistes, hein, qui fréquentent. C'est ce que des collègues appellent l'islamo-droitisme, d'ailleurs. Donc, la République islamique est un exemple de cet islamo-droitisme, qui a fait illusion, hein, longtemps au sein de la gauche à cause de cet anti-impérialisme de façade, notamment le discours avec Chavez, avec l'Amérique latine. Mais c'était de la communication vis-à-vis de l'extérieur. En interne, on est quand même face à un régime identitaire où l'identité iranienne est réduite à l'identité islamiste et religieuse. Donc, un régime qui porte des valeurs proches de Zemmour, en fait, finalement, pour prendre l'exemple français. Et donc, ça, c'est un élément qui est important à comprendre. Mais aujourd'hui, je pense que la situation économique, c'est vraiment l'échec du régime. C'est-à-dire que c'est le moment où même la réelle politique qu'ils ont pu développer avec leurs relations avec la Russie et la Chine ne leur permet pas de surmonter cet obstacle. Les nouvelles générations ne sont pas éprises de cette idéologie. Il faut bien comprendre, Khomeini était déjà vieux dans les années 70. Donc, c'est une idéologie très datée, l'idéologie de la révolution islamique, qui appartient vraiment à une autre génération. Les nouvelles générations aujourd'hui en Iran veulent être connectées et sont jalouses des pays du Golfe. Donc, parce que j'ai vécu aussi 3 ans au Bahreïn, donc j'ai beaucoup fréquenté Dubaï, etc. Et il y a une grande circulation. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà des problèmes géopolitiques, le Golfe Persique est une sorte de Méditerranée. Et donc, on voit, il n'y a plus d'attrait pour la langue persane, par exemple. Sur la rive arabe des pays du Golfe, avant, on apprenait le persan à l'époque impériale, parce que l'Iran était la grande économie de la région, la locomotive, le hub. Dubaï, c'était Téhéran. Et donc, il y avait cette aspiration pour des raisons économiques, hein, on allait travailler en Iran. Et aujourd'hui, on apprend l'anglais, on s'américanise. Il n'y a pas d'attraction. Donc, Bernard demandait dans son introduction quel est le niveau de puissance iranienne. La grande défaite à l'intérieur, c'est l'économie, et à l'extérieur, c'est le soft power. Parce que, en réaction aux erreurs américaines, ils ont pu capitaliser pendant un certain temps, après les échecs d'Afghanistan et d'Irak, les guerres de 2001 et 2003. Mais aujourd'hui, ils ne proposaient pas déjà à l'époque un modèle positif. Mais aujourd'hui, la réaction contre les États-Unis ne suffit plus à crédibiliser leur discours. Parce qu'il n'y a pas d'étudiants, par exemple, qui rêvent d'aller étudier à l'Université de Téhéran. On retrouve dans la résidence universitaire, si vous voulez, que des étudiants de ce que W. Bush appelait l'axe du mal. Donc, il va y avoir des Syriens qui sont payés par le régime ou des boursiers de pays très pauvres africains. Donc, il n'y a pas de rêve de république islamique. Donc, c'est une puissance quand même qui est basée sur le hard power et donc sur les réseaux d'influence
Et donc là, oui, le principal succès, c'est en Afghanistan et au Pakistan. Donc ça, d'ailleurs, le Pakistan, c'est le seul pays où la République islamique recueille la majorité d'opinions favorables au sein de l'opinion publique. Donc c'est intéressant parce que là, comme il y a une répression contre la communauté chiite, l'Iran a joué un rôle, même moi, comme chercheur qui suis très critique de la République islamique, peut qualifier de positif, en un sens où ils vont éduquer, apporter des hôpitaux avec la mosquée, etc. Donc ils vont faire œuvre sociale et ils vont défendre les victimes, hein, donc pakistanaises et afghanes. Mais en gros, pour résumer, c'est un échec de la communication du régime, la dernière élection. Mais donc ils ont fait le choix d'avoir une mauvaise image pour assurer l'essentiel, c'est-à-dire la survie du régime. Je m'arrête là. D'accord. Si ce pays n'est plus aussi, comme vous dites, attractif qu'il a déjà été, enfin, disons, peut-être la civilisation persane, peut-être, et là, cette langue a été très attractive. Si elle a perdu sa superbe, c'est aussi effectivement à cause des coups de boutoir que l'Iran peut-être s'est elle-même donné, notamment avec comment dire ça, le radicalisme de sa révolution et puis évidemment les interventions étrangères, sans doute. Moi, j'avais une question pour Madame Kian concernant justement la dernière, enfin en rapport un peu avec la dernière élection, peut-être le contexte de crise économique extrême que vit en ce moment l'Iran. Un taux de quoi, 25%, je pense officiellement de chômage, une inflation de 40 à 50%. Est-ce que cette élection va sur le terrain aggraver la situation? Est-ce que maintenant que les conservateurs, entre guillemets, ont toutes les manettes du pouvoir, ils vont pouvoir agir pour rétablir l'économie et aussi peut-être, ou peut-être dans un autre sens, enfin, disons, malheureusement, disons, la situation des femmes, enfin, notamment en termes de droits et des libertés, est-ce qu'elle sera encore plus attaquée avec justement l'élection des Raïssi? Est-ce que cette volonté d'émancipation qui est apparue il y a quelques années avec ces manifestations symboliques autour du voile notamment, ou qui vont bien plus loin que ça, évidemment, est-ce que cette volonté d'émancipation va être encore plus écrasée? Vous le pensez ou pas? Oui, bon, avant de répondre à votre question concernant les femmes, je voudrais revenir sur à la fois ce que disait Clément, à savoir la survie du régime, et je pense que Bernard aussi, pour dire qu'effectivement, depuis le début de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, on constate que le régime se maintient aussi grâce aux tensions régionales, voire internationales. Donc, les tensions font partie intégrante de cette stratégie de survie de régime, d'une part. D'autre part, à chaque fois qu'il y a eu soit ces tensions contre l'Iran, c'est-à-dire l'Iran a été menacé, ou par exemple lors de la guerre Iran-Irak, eh bien, on a constaté que le nationalisme iranien, je suis d'accord pour dire que les Iraniens, dans leur grande majorité, ne sont plus islamistes, mais ils restent quand même largement, en tout cas beaucoup restent largement nationalistes, et que par exemple la guerre Iran-Irak a consolidé le nationalisme iranien, mais également les institutions, à la fois sociales et politiques. Donc il ne faut pas négliger l'importance des tensions. Aujourd'hui, si les États-Unis, si Israël menace l'Iran, c'est du pain béni pour le pouvoir. Et bien évidemment, je suis d'accord avec mes collègues pour dire qu'on ne s'attend pas à une attaque, comme ça a été le cas pour le régime irakien de Saddam, mais en même temps, l'impact de discours n'est pas à négliger. D'accord? Et donc, y compris lorsque notre propre ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, s'adresse à l'Iran, il faut faire attention parce que le discours également peut avoir, et a, comme disait Foucault d'ailleurs, énormément d'impact politique. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, la période actuelle, je la qualifie en ce qui concerne les droits des femmes de talibanisation à l'iranienne. Je suis extrêmement inquiète
je connais très bien la question des femmes iraniennes, qui est l'un de mes sujets de prédilection autour desquels je travaille depuis de nombreuses années. Je ne vous dis pas de combien, pour ne pas vous dire mon âge, mais en même temps, ce qui se passe aujourd'hui en Iran est vraiment inquiétant. Pourquoi? Parce qu'il y a une attaque, une offensive orchestrée contre les droits des femmes qui est orchestrée par le guide lui-même. Et bien évidemment, qui a commencé, à mon sens, dès 2014. C'est-à-dire, paradoxalement, lorsque M. Rouhani, le conservateur modéré, avait été élu en 2013, grâce largement au vote des femmes et des jeunes femmes, parce qu'il aura promis pendant la campagne électorale d'aller à l'encontre des inégalités de genre, entre les hommes et les femmes, de créer même un ministère des droits des femmes, etc. Donc, Rouhani a beaucoup promis et finalement, il n'a rien fait. Et même en 2014, le guide a décidé que la planification familiale, qui avait été en vigueur depuis 1989 et qui avait fait que le nombre d'enfants par femme des Iraniennes qui était de pratiquement 7,6 au début de la Révolution a été ramené aujourd'hui à 1,8 et le taux de croissance de la population qui était de 3,9 aujourd'hui, il n'est plus qu'à 1,2. Donc, vous voyez, on est face à une société moderne. Le comportement des femmes, d'une façon générale, est un comportement moderne. Eh bien, tout ça a été attaqué par le guide qui a interdit la planification familiale, la distribution gratuite des contraceptions. L'avortement qui se faisait est interdit. Les médecins seront emprisonnés s'ils le font. Maintenant, depuis les quelques dernières années, le nombre de mariages précoces a énormément augmenté, c'est-à-dire une augmentation de 10%. De sorte que, je peux vous donner des chiffres, mais je ne vais pas vous fatiguer, que par exemple, on a eu presque 37 000 de mariages des petites filles âgées de 10 à 14 ans. Et c'est à cause de la pauvreté, certes, on le sait, mais en même temps, c'est le discours de régime et de ces lois, bien sûr, qui encouragent le mariage précoce. Aujourd'hui, si vous avez 14 ans et que vous vous mariez, vous aurez 100 millions d'ottomans d'aide, ce qui est énorme. Et donc, pour inciter, justement. Donc, tout ce que ce pays, et ce que disait Bernard, c'est-à-dire l'éducation massive des filles et des garçons, ça veut dire aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la majorité écrasante des filles, des étudiants dans les universités iraniennes sont des filles. Il ne faut pas oublier que l'Iran produit 2 fois plus d'ingénieurs que le Japon. Il ne faut pas oublier que l'Iran produit presque autant d'ingénieurs que les États-Unis, n'est-ce pas, et de médecins, etc., à la fois moitié hommes, moitié femmes, mais en même temps, il y a une offensive orchestrée contre toutes ces, je dirais, achievements, comme on dit en anglais, tout ce que, à la fois, depuis la Révolution, mais également la société iranienne a pu avoir comme acquis. Oui, effectivement, et bien sûr, les sanctions états-uniennes qui ont, comme on le sait, des effets ou des extraterritoriaux contre les hydrocarbures iraniens, ont fait que le budget de l'État qui provient essentiellement du pétrole a énormément baissé et que ce budget n'est plus investi dans l'éducation et la santé comme avant. De sorte que, et là, c'est la pandémie de Covid aidant, et on a constaté que plus de 600 000 petites et petits élèves ont dû quitter l'école en Iran, notamment dans des régions très pauvres. Pourquoi? Parce que l'enseignement, comme en France, ça se faisait et se fait encore à distance, et que les familles pauvres n'ont pas les moyens d'acheter des tablettes ou des ordinateurs pour leurs enfants. Donc, c'est ça le drame de l'Iran, si vous voulez, le drame des sanctions, c'est-à-dire que ces sanctions états-uniennes, la corruption du régime, le fait qu'effectivement, ils préfèrent envoyer ou aider leur groupe de proxy en Irak, au Liban, en Syrie et ailleurs,
au lieu d'aider cette population démunie, a fait que justement la désirabilité de l'État n'existe plus. C'est-à-dire que l'État n'est plus désirable. Du coup, le régime a très peur des classes populaires, puisque cette fois-ci, ce ne sont plus les classes moyennes et aisées, instruites, mais également des classes populaires, comme l'a dit Clément, qui d'ailleurs étaient dans la rue jusqu'en maintenant 2019, qui font peur au régime. Et donc, du coup, le verrouillage et la répression est de plus en plus forte, et ce qui fait que Madame Joubert, Anne nous a parlé des prisonniers. Moi, je voudrais quand même préciser qu'il y a bien sûr notre collègue Fariba, mais elle est en résidence surveillée, elle n'est pas du tout considérée comme prisonnière politique, mais plutôt comme une otage. Mais il y a une quarantaine de femmes prisonnières politiques dans les jeux iraniennes. Et en même temps, la situation, effectivement, s'empire de jour en jour. Et pour améliorer cette situation, il ne suffit pas seulement de nous pencher, encore une fois, sur les facteurs internes. Oui, il y a des factions qui sont en rivalité, etc., et ce qui retarde d'ailleurs les négociations sur le nucléaire, mais il y a aussi ce que la communauté internationale fait par rapport à l'Iran. Il faut arrêter les sanctions internationales, les sanctions états-uniennes contre l'Iran. Voilà, parce que c'est la société civile iranienne qui en a été affaiblie considérablement. Quand vous devez choisir entre acheter votre pain quotidien et nourrir vos enfants, ou alors réfléchir à la démocratie, la liberté d'expression et de pensée pour revenir aux femmes, justement, bien évidemment, que vous choisissez peut-être la première préoccupation. Et la répression est tellement grande qu'il n'y a plus de manifestations, qu'il n'y a plus de rassemblement des femmes comme on en avait l'habitude de voir souvent avant. Mais en revanche, étant donné que l'Iran est un pays où les moyens modernes de communication sont très répandus, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Internet, antenne parabolique, tout ce que vous voudrez, effectivement, la lutte se fait et continue à se faire à travers ces médias. Mais après, qui sont les gens qui sont touchés par ces moyens modernes de communication et quels sont ces impacts reste à éluder et à étudier. Mais en tout cas, oui, la situation iranienne est vraiment, vraiment grave. Les classes moyennes iraniennes qui est aussi un sujet de prédilection de moi et qui était si vous voulez, qui a porté un projet démocratique depuis le début de, je dirais, 20e siècle, s'est appauvri maintenant considérablement aussi. Donc voilà, voici un petit peu la situation entre ces sociétés qui est devenue moderne, qui est en, disons, contradiction flagrante avec les institutions politico-religieuses et ses lois dits islamiques du pouvoir, et d'un autre côté, c'est une société civile qui est étranglée, qui est prise en étau entre les sanctions américaines d'une part et ce régime de talibans iraniens d'autre part. Moi, j'entends bien, je vous remercie, j'entends bien effectivement ce que vous avez dit les uns et les autres. Et donc, à vous entendre, on se dit que finalement, l'Occident en général et peut-être les États-Unis en particulier, ont tout faux, font tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Parce que Bernard Hourcade nous a dit tout à l'heure de ne pas parler d'escalade en termes militaires, mais on nous a dit aussi que le régime se consolidait quand il y avait des tensions internationales, avec la guerre, on l'a vu avec la guerre Iran-Irak, mais aussi dans d'autres périodes où il y avait des tensions avec Israël ou avec les États-Unis. On voit que les sanctions économiques ont des conséquences absolument dramatiques sur les femmes, sur l'éducation, sur la santé, sur les populations en termes de pauvreté, etc. Donc, en fait, et que c'est la population qui est prise en étau, comme vous le dites, tout ça est un drame. Donc, en fait, les négociations sur le nucléaire iranien, le JCPOA, sont actuellement suspendues. Bon, en même temps, on a l'impression que l'Iran fait monter les enchères pour essayer de gagner un peu du temps. Et hier, on entendait Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, dans un contexte particulier, parce que c'était une conférence de presse avec son homologue israélien, Yair Lapid, mais qui disait que toutes les options
donc sous-entendu y compris militaire, serait possible si la diplomatie ne marchait pas pour un nouvel accord sur le nucléaire, mais que les États-Unis souhaitent aussi élargir à l'influence, au rôle de l'Iran au niveau régional, en Syrie, au Liban et ailleurs, ainsi qu'aux missiles balistiques. Donc, en fait, est-ce que cela peut mener soit à un deuxième échec pour les États-Unis et pour Biden après le retrait un peu chaotique et catastrophique de l'Afghanistan qu'on vient de voir, hein. Est-ce que les États-Unis vont complètement là aussi bon, parler, mais pour aboutir à rien? Ou est-ce qu'on peut craindre des choses plus graves, notamment de la part d'Israël, hein, quand même, qui a augmenté ses opérations clandestines, sa cyberguerre, etc., vis-à-vis de l'Iran. Voilà, donc je revenais un petit peu vers Bernard Hourcade, peut-être. Voilà, on peut s'attendre à quoi? Parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment dans une impasse et que la politique américaine, je ne sais pas quelle est la stratégie du président américain actuellement. Je crois que le nucléaire est une vraie question, parce que un État qui se doterait d'une arme atomique, un État non autorisé en quelque sorte, c'est une prolifération. Il y a une vraie question du nucléaire. Mais c'est aussi une question magique. Dès qu'on touche au nucléaire, c'est le pouvoir des grandes cinq puissances qui est touché. Donc on touche au père, on touche au fondement de l'humanité. Et Israël, qui a 300 têtes nucléaires, s'affole en utilisant, vous savez très bien, la peur du nucléaire iranien pour coloniser la Palestine sans rien dire. Et donc, la principale victime du non-nucléaire iranien, ce sont les Palestiniens qui, depuis 20 ans maintenant, voient leur territoire bouffé complètement sans que personne ne lève le petit doigt parce qu'on dit « Regardez le danger, il vient de Téhéran, hein, et c'est tout. » Et pendant ce temps, on colonise tranquillement la Palestine. Donc, il y a une instrumentalisation du nucléaire sans négliger la réalité de ce problème-là. Et donc, aujourd'hui, les négociations sur le nucléaire vont reprendre. Le guide a dit on va reprendre les négociations et d'une façon ou d'une autre, ils ont besoin d'un cessez-le-feu en quelque sorte avec les États-Unis. Mais je crois qu'il faut revenir à cette nouvelle guerre que font les États-Unis. C'est pas l'Afghanistan et l'Irak l'ont montré en envoyant des chars d'assaut qu'on va apporter la démocratie en Irak ou en Afghanistan ou en Iran. Ça, tout le monde l'a compris, et pas encore les Français au Sahel, mais ça viendra peut-être. Ce qui s'est passé quand Trump a déchiré l'accord sur le nucléaire. D'abord, quelques jours avant, on disait que l'Iran n'était pas attractif. C'est faux. Dès que l'accord sur le nucléaire a été signé, vous vous souvenez de la ruée des entreprises françaises, italiennes et allemandes vers l'Iran. L'Iran, c'était l'Eldorado. L'Iran redevenait le pays attractif, le seul pays attractif, détrôné Dubaï en matière d'investissement. Parce que Dubaï, c'est un confetti. L'Iran, c'est un pays de 4 millions d'habitants, 2 fois demi la surface de la France. On avait là un Eldorado iranien. L'Iran est attractif. La preuve, on en discute ce soir. L'Iran est attractif. Et que s'est-il passé? La signature de l'accord sur le nucléaire. Ce qui est important, ce n'est pas l'arrêt du nucléaire. On sait très bien que la bombe iranienne, elle n'est pas encore là. Et même s'il l'avait un jour, elle pourrait être neutralisée militairement. Ce n'est pas le sujet. Le problème était que la nouvelle bourgeoisie iranienne, et Azadeh a montré comment en Iran, des gens d'origine populaire sont ingénieurs, font des études, hommes et femmes, tout le monde, dans une dynamique sociale. Cette dynamique sociale, elle est arrêtée parce que je suis ingénieur en mécanique, je suis au chômage, mais je peux travailler la semaine prochaine chez PSA. D'ailleurs, je dirigeais une entreprise de 1500 employés faisant 500 000 voitures chez PSA à Cachan. Donc, moi, ingénieur au chômage, je n'existe pas. Ingénieur directeur d'une usine de 1500 types faisant 500 000 voitures, j'existe. Et donc, la nouvelle bourgeoisie iranienne, la nouvelle société iranienne était capable de vraiment prendre le pouvoir et de dire à M. Khamenei, Raïssi ou n'importe quel gouvernement, désolé, comme ils l'ont dit à l'époque du Shah, il n'était pas contre le progrès social du Shah. Il disait au Shah, Monseigneur, laissez-nous une peu de liberté politique. Le Shah n'a rien voulu savoir et c'était une révolution. Mais aujourd'hui, cette société iranienne, comme elle ne peut plus se développer économiquement, le danger était là. Vous imaginez qu'un Iran de 80 millions d'habitants, disposant de la première société la plus socialisée en matière de femmes, d'éducation populaire, etc., représentait une masse démographique, économique, scientifique, gigantesque pour tout le Moyen-Orient. Le pays leader du Moyen-Orient, ce n'était pas l'Égypte, l'Égypte est malheureusement hors course, c'est l'Irak ravagé, ni la Syrie, et en tous les termes, c'était l'Iran, qui s'imposait non pas par sa bombe atomique, mais par ses ingénieurs, par sa société, par son modèle.
Et ça, c'est mortel pour l'Arabie saoudite, qui est encore loin du compte. MBS, le roi d'Arabie, fait aujourd'hui des réformes avec son Arabie 1930 que le Shah a fait en 1960, il y a 60 ans. Autrement dit, l'Iran, la JCPOA, qui a été digérée par Trump, c'était le cadeau fait à Khamenei, fait aux réactionnaires iraniens, qui étaient bien d'accord, parce qu'en Iran, les plus conservateurs ne voulaient pas de l'accord sur le nucléaire. Ils ont parlé économie de résistance. Nous ne voulons pas des entreprises étrangères. Nous voulons des entreprises iraniennes. Certes, il faut qu'il y ait des accords et que ce ne soit pas une nouvelle néocolonisation, on est d'accord là-dessus, et c'est beaucoup plus que ça. Ils savaient très bien que si les jeunes Iraniens, ouvriers, techniciens, ingénieurs, femmes, prenaient le pouvoir en étant économiquement actifs, le pouvoir rapidement ne pouvait plus rester sur le chador des femmes, la marginalisation, les mariages des filles à 12 ans, c'était fini, c'était pas possible. Et donc, il y a eu un phénomène populiste. Et maintenant que les Iraniens, comme disait Azadeh, ils ont faim, il y a des problèmes économiques de base qui se posent. Donc, la liberté des filles, la gamine qui doit être mariée à 14 ans, le chador des femmes, excusez-moi, ce n'est pas prioritaire tout ça. Et donc, il y a un populisme qui se met en place, on le voit en France, on le voit chez Trump, on le voit chez Bolsonaro, on le voit en Hongrie, en Pologne. C'est un phénomène de l'Est mondial qu'on essaie d'appliquer à l'Iran et que les Américains imposent à l'Iran pour avoir une société culturellement réactionnaire, conservatrice. Aux États-Unis, c'est le Texas, vous voyez, et essayer de faire en sorte, dans le Moyen-Orient, on étouffe non pas le gouvernement iranien qui est actif stupidement au Yémen, ici ou là, ça compte, mais ce n'est pas dans la nature forte des choses. Mais pour empêcher les 80 millions d'Iraniens d'être normalement une puissance sociale, économique et culturelle banale, qui aurait ainsi ferait une vraie révolution dans le Moyen-Orient. Parce que la démocratie, ça ne s'impose pas qu'au char d'assaut et de canon. Et là, il y avait un modèle différent. Et la révolution iranienne de 1979 démocratique, c'est une belle bourgeoisie qui voulait la liberté, l'indépendance, etc. Cette révolution, ces mythes révolutionnaires, qui ont été étouffés pour les raisons que l'on connaît, avaient l'occasion de s'exprimer. Trump a fait en sorte qu'elle ne s'exprime pas, Israël applaudit et nous autres avec. Et donc, il faut bien voir que les sanctions sur l'Iran, c'est un moyen uniquement, ce n'est pas donner de l'argent aux mollahs, ce n'est pas ça la question, c'est de permettre aux Iraniens de pouvoir s'exprimer normalement et de pouvoir faire leur propre vie politique comme ils ont envie de la faire. Et on sait très bien que dans cette bagarre entre islam et république, c'est la République qui gagne. Pas en 5 minutes, mais c'est le temps de faire. Et donc là, il y a un enjeu très important, et je crois que l'arrêt des sanctions, l'arrêt de ce discours anti-iranien, de savoir est-ce que c'est demain le bombardement, et toutes les options sont sur la table, c'est le discours israélien qui en Israël est très dénoncé. Nos amis en Israël qui sont pour la paix maintenant ou autres, qui soucient des pressions palestiniennes, savent très bien qu'on a instrumentalisé l'Iran comme diable pour mieux coloniser la Palestine. Donc il y a un vrai enjeu chez nous au niveau du discours, au niveau de l'accueil, au niveau d'ouverture intellectuelle vis-à-vis de l'Iran, de reconnaître non pas le grand Iran culturel de Darius, de Shah Abbas ou du XVIIIe siècle, mais l'Iran d'aujourd'hui, qui est effectivement le seul pays de la région à être capable d'apporter quelque chose de culturellement et scientifiquement original au Moyen-Orient. Et donc, une œuvre de paix et non pas une œuvre de guerre. Mais ceux qui ne voudraient pas cela ont des moyens, effectivement, par les sanctions, de tout arrêter. Et là, il y a un vrai problème. Merci, M. Orcade. En fait, si je comprends bien, il y a aussi les questions économiques, les questions culturelles. Là, enfin, voilà, comme vous dites, culturelles, quand je pense à ça, quand vous parlez de société conservatrice qu'on aimerait voir installée là, qui est déjà, en fait, mais en même temps, j'ai l'impression que le dossier iranien est tout plein de contradictions, en fait. D'une part, il y a une société moderne dirigée par une nomenclatura, on va l'appeler comme ça, voilà, qui est plutôt très conservatrice et qui en fait, qui refuse cette modernité et en même temps, vous dites que finalement, à l'étranger, on aimerait avoir une société en partie moderne, mais pas trop, c'est-à-dire en même temps qui soit plutôt docile, si je comprends bien. Enfin, moi, je le vois comme ça. Est-ce que c'est un Iran docile qu'on veut? À la limite, qu'il soit moderne ou pas, c'est peut-être pas important. Est-ce qu'on aimerait que ce soit un Iran qui n'intervienne pas, entre guillemets, enfin, qui n'intervienne pas en Syrie, au Liban, ou voilà,
autour de ses frontières au Yémen. Et encore, faut-il voir quel type d'intervention fait-elle là-bas. Est-ce qu'on veut justement un pays qui soit… en fait, on ne veut pas d'un pays qui fonctionne véritablement. On voudrait un pays qui suive la volonté d'une politique régionale. J'ai l'impression que c'est plus ça qui arrangerait un peu tout le monde, en fait, de certaines façons. En fait, un Iran désarmé de certaines façons. Je ne sais pas qu'en pense Clément Terme. Ben oui, c'est une réflexion intéressante. Ça rejoint à ce que disaient les monarchistes à l'époque de la Révolution, pour dire finalement, on veut un Iran faible. Le Shah est devenu trop puissant dans les années 70, donc notamment après le choc pétrolier de 73, et donc il y aurait un complot international pour affaiblir l'Iran, etc. Donc c'est effectivement un discours récurrent vu d'Iran, et qu'on entend aussi après la guerre d'Irak de 2003 sur cette idée en fait de la balkanisation du Moyen-Orient, et qui aurait un intérêt, si vous voulez, des Occidentaux, d'Israël, à diviser le Moyen-Orient en fonction des minorités ethniques. Donc on souligne, si vous voulez, ceux qui alimentent ces théories du complot, les liens entre les Kurdes et Israël, etc. Donc il y aurait ce plan. Bon, effectivement, on a eu les néoconservateurs aux États-Unis et en France. Donc il y a eu cette idée a séduit certains stratèges, etc. Mais de là à penser que tous les Occidentaux déjà seraient d'accord, je pense que c'est une erreur. Et ensuite, on est plutôt quand même dans les négociations sur le nucléaire, dans un Occident qui va miser sur la stabilité autoritaire finalement, parce qu'on discute avec la République islamique. Le président Macron a choisi de parler avec le président Raïssi alors qu'il est sur la liste des sanctions, qu'il est accusé de crimes contre l'humanité par Amnesty International. Donc, il a fait un choix parce que c'est la réelle politique. C'est la politique d'équilibre de la France. Et donc, on sacrifie les droits de l'homme. C'est très clair au Quai d'Orsay. Quand il s'agit de l'Iran, on ne parle pas de la société, on veut parler au régime, et il n'y a pas d'alternative. C'est vraiment le discours qu'on entend, et toutes les révoltes iraniennes, tous les activistes iraniens sont totalement oubliés parce que finalement, c'est le nucléaire qui l'emporte. Et donc, en ce sens, c'est l'article du Wall Street Journal de hier, de cet activiste, qui dénonce, si vous voulez, Bloomberg, le monde du business, cette attractivité du CAC 40 et des multinationales, le fait que le Mollah Rouhani va à Davos. Mais moi, je précisais toujours à l'époque du deal, le vendredi, on crie mort à l'Amérique. Et le samedi, on va à Davos. Ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné parce que l'attractivité de l'Iran, Ramenei, il n'en veut pas. Il a fait un décret pour dire les entreprises américaines ne travailleront pas en Iran. Donc ce jour-là, on pouvait comprendre en fait que c'était une illusion, cette ouverture de 2015, 2016, 2017. Et donc ce rêve iranien, j'ai donné une conférence au salon macronien BIG, vous savez, BIG, c'était un grand salon à Bercy. Et donc j'avais la partie sur le marché iranien. Ça va intéresser Bernard. Je passais après celui de l'Irak. Donc le conseiller économique, Total vient de signer un contrat de 27 milliards en Irak. L'Irak est moins bien classé que l'Iran au classement Doing Business. Donc, c'est pour dire que oui, il y a des bases en Iran qui sont quand même plus sérieuses au niveau de l'État, il y a moins de corruption qu'en Irak ou qu'en Afghanistan. Mais l'Iran du Shah se comparait au Japon, se comparait à l'Allemagne. Donc, aujourd'hui, on compare l'Iran à la Syrie, à l'Irak. Et donc, toutes les entreprises du CAC 40, puisque c'était le public cible, donc pour mesurer l'attractivité d'un pays, c'est intéressant. Quand j'ai commencé mon discours sur le marché iranien, tout le monde est parti. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé du marché iranien, parce que c'est une no-go zone. On parlait de la relation franco-iranienne. Donc, moi, je pense qu'il faudra une décennie, parce qu'on est sur le deuxième retrait des entreprises françaises. On a oublié le premier retrait de Sarkozy, et donc ça, c'était voulu par la France en 2007-2008. Et là, on est sur le deuxième retrait. Donc, il faut voir ce qui est arrivé à ceux qui travaillaient en Iran dans les grandes entreprises. Ils ont été stigmatisés, isolés, ils doivent cacher le mot Iran de leur CV. Donc, même quand on est chercheur, la toxicité du sujet est assez impressionnante en Occident. Donc, on n'est pas sur un pays, en tout cas, sur le plan politique, géopolitique, sur le plan des grandes entreprises. Total a déjà annoncé que s'il y avait un accord sur le nucléaire, Total ne retournerait pas en Iran. Donc, c'est très triste parce qu'effectivement, il y a cette société, il y a un risque réputationnel, si vous voulez, qui est très, très important. Et il y a des lois extraterritoriales américaines qui s'appliquent donc aux entreprises européennes. Donc, cette absence de souveraineté économique et la volonté de toutes les entreprises d'utiliser le dollar, ou en tout cas l'écrasante majorité d'entre elles, fait qu'il n'y aura pas de retour rapide. Et même les PME qui sont souvent citées, en fait, si elles prennent une banque, par exemple italienne, ou une banque, disons, exotique en Chine, pour travailler sur le marché iranien, leur banque de référence française risque de les exclure.
Donc, ils risquent même s'ils ont juste une petite activité en Iran. Donc, pour l'instant, même une PME, le conseil qu'on donne aux entreprises pour travailler en Iran, c'est de travailler avec du Bitcoin. Mais le Bitcoin, c'est très risqué parce qu'il y a des fluctuations, etc. Donc, c'est pour vous dire le niveau de relation. Il n'y a plus de commerce quasiment entre la France et l'Iran. On est tombé sous 500 millions d'euros. Et donc là, pour l'instant, on est dans des prises d'otages, dans des conflits entre les appareils sécuritaires. Et donc, on n'est pas du tout dans une phase de rapprochement économique. Et je pense que l'aspect réel politique du Quai d'Orsay n'est pas du tout lié à cet aspect économique qui a disparu, à mon sens, pour quelques années. Ça reviendra sûrement parce que l'Iran est éternel et de toute façon, après 8 années de Raïssi, si Raïssi va au bout de ces 2 mandats, parce qu'en général, c'est le cas, il y aura peut-être un nouvel Iran qui va émerger. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, les risques sont trop importants. Si vous voulez, les entreprises sont extrêmement frileuses et craignent même de retourner en Iran. Donc, il y a vraiment… Et la France est une cible. Donc, un collègue qui était en Irak récemment me disait qu'à cause du deal de Total en Irak, il y a une menace, si vous voulez, pour les approvisionnements de gaz iranien en Irak, qui serait 8 fois plus cher que le prix vendu par Total aux Irakiens. Et du coup, on cible même des Français, les Iraniens ciblent des Français en Irak. Donc, on est dans une escalade sécuritaire entre les 2 appareils de sécurité. Et donc, il y a quand même un niveau de tension qui est très, très élevé. Simplement, je pense que le président Macron fait ça parce qu'il veut parler au niveau mondial avec Poutine, avec Biden. Et le dossier iranien est un tremplin, si vous voulez, pour cette ambition mondiale de la France. Donc, il y a vraiment un élément de stature mondiale. Hein. C'est ce que j'appelle le complexe Charles de Gaulle du président français. Mais ça ne fonctionne pas parce que les Iraniens utilisent l'Europe pour parler aux Américains. Donc, c'est les négociations indirectes qui fonctionnent mal, avec beaucoup de malentendus. Robert Malley a fait un topo hier, l'envoyé spécial pour l'Iran des États-Unis. Et donc, du coup, on passe à ce fameux plan B que vous avez évoqué. Et donc, c'est les opérations clandestines, les menaces de guerre et un risque d'escalade. Donc, le fait qu'on évoque ce plan B, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les médias anglo-saxons, mais sans jamais dire ce qu'il y a dedans, c'est les fameuses, toutes les options sont sur la table, etc. Donc, on est quand même à un retour pour l'instant à la période d'Ahmadinejad. Et s'il y a un espoir qu'il y ait un accord, il faut qu'il ait lieu rapidement, parce que si vous voulez, des 2 côtés, je pense qu'il y a une phase de tension à prévoir. Donc c'est vrai que, et encore une fois, comme Azadeh l'a bien expliqué, la société irakienne est prise entre le marteau des sanctions et l'enclume du régime. Et je pense qu'il y a un agacement des activistes que le prisme nucléaire l'emporte en Occident. Et ce discours de paix, si vous voulez, sur le nucléaire, empêche… c'est l'héritage négatif des néoconservateurs qui ont instrumentalisé l'idée de démocratie pour détruire donc la destruction de l'Afghanistan et de l'Irak. Donc, il y a vraiment ce problème qui est structurel et je pense qu'il y a un manque de solidarité évident avec la société civile en Iran et avec ceux qui se battent à l'intérieur du pays pour la liberté. Donc, tous ces prisonniers politiques qu'évoquait Azadeh. La question écologique aussi qu'on n'a pas évoquée, qui est terrible en Iran, avec ce modèle de développement qui n'est pas du tout adapté, si vous voulez, au réchauffement de cette région, à la pollution de l'air. Donc, il y a aussi des émeutes ou des manifestations qui sont liées à ces questions écologiques. Et ça, par exemple, je vous donne un dernier exemple et je m'arrête, c'était un élément qui était mis en avant dans le business, si vous voulez, la green economy. Quand les multinationales en Iran, on leur disait collaborer dans ces domaines-là, l'eau, Veolia, etc., parce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourra vous reprocher. Et le régime, 2-3 ans plus tard, s'est mis à réprimer les activistes et ils font ce lien entre l'entreprise occidentale, l'agent de l'étranger, et donc pour réprimer à l'intérieur. Et donc là, il y a vraiment une méfiance, si vous voulez, de l'appareil de sécurité iranien qui n'a pas intérêt à cette ouverture. Donc il n'y a pas que le facteur de Trump, il y a aussi les intérêts rentiers à l'intérieur qui seraient menacés dans le cas d'une véritable ouverture économique, parce que ceux qui possèdent l'économie sont aussi ceux qui contrôlent le monopole de la force. Donc on est dans une économie prédatrice, donc un ultra-capitalisme des mollahs, si vous voulez. Moi, j'avais un peu… Azadeh Khan, vous, madame, vous aviez parlé tout à l'heure d'une talibanisation en fait de l'Iran. Donc, j'avais un peu une double question. Donc, la première, c'était de savoir si c'était tout ce qui se passe entre l'Afghanistan, le régime iranien actuellement qui se durcit, si c'est une montée inéluctable un petit peu de l'islam politique dans la région. C'était la première question. Puis la deuxième à laquelle j'avais pensé, mais que cette niche, je vois qui pose aussi dans les questions là sur le fil de discussion.
est-ce que l'Iran n'est pas dans une situation finalement paradoxale parce que par rapport à l'Afghanistan, en même temps poussé par le fait de soutenir la communauté hazara chiite, bon, il a ce rôle quand même de soutien de l'ensemble des chiites dans le monde musulman qui sont minoritaires par rapport aux sunnites et qui sont parfois qui ont parfois des problèmes, et en même temps une certaine satisfaction par rapport à son anti-américanisme. Alors, est-ce que c'est uniquement du discours ou est-ce que c'est vraiment en profondeur, une certaine satisfaction de voir comment les États-Unis, on peut dire, ont quitté l'Afghanistan de façon tout à fait piteuse, et puis aussi d'éloigner les États-Unis de la région et de ses frontières, parce que bon, il y a quand même une frontière entre les deux pays. Donc voilà, donc je voulais savoir un petit peu comment l'Iran voilà, il se positionne également par rapport à ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Oui, écoutez, lorsque les Américains ont décidé de quitter l'Afghanistan, le jour où ils l'ont fait, le guide Khamenei a fait une allocution et s'est félicité de l'échec cinglant des Américains, etc. Et donc, bien évidemment, le régime islamique qui avait pour but et annoncé la sortie de l'armée états-unienne à la fois de l'Irak, de l'Afghanistan et d'ailleurs sont bien évidemment très contents, très satisfaits. À cela s'ajoute le fait qu'il y a des affinités historiques, linguistiques, culturelles même entre les Iraniens et une partie des Afghans, pas seulement les Hazaras, mais même des Tadjiks. Quoique aujourd'hui, c'est intéressant à constater une bonne partie des opposants au régime de talibans afghans se trouvent au Tadjikistan et non pas en Iran, alors que c'est des gens qui parlent le persan, qui sont qui font partie de ce qu'on appelle le monde iranien, et donc ce qui montre ce que vous disiez, c'est-à-dire l'ambiguïté du régime islamique d'Iran par rapport aux talibans. En même temps, le discours officiel des Iraniens, du régime islamique d'Iran, c'est qu'on voudrait être sûr que les talibans empêcheraient les Daesh de se renforcer sur la frontière et à partir de là entrer en Iran. Donc, effectivement, on le sait, même avant même leur arrivée au pouvoir, ils ont négocié avec les talibans, ils les ont invités en Iran. Ils ont participé aussi de façon indirecte, voire directe, de temps en temps, à des négociations. Donc, leur politique, pour l'instant, reste ambiguë. Mais ce qui est encore plus intéressant pour moi et paradoxal, c'est que néanmoins, ce que font les talibans aux femmes en Afghanistan, c'est-à-dire empêcher des étudiantes d'aller à l'université ou des lycéennes de continuer leurs études, néanmoins, est très critiqué par les mêmes mollahs iraniens qui ne se positionnent pas sur la même, disons, le même degré de conservatisme, voire d'obscurantisme, parce que là, c'est carrément l'obscurantisme. Donc, oui, c'est pour l'instant, c'est paradoxal. Et je voudrais dire aussi que l'Iran constitue encore un rêve pour beaucoup d'Afghans. Il y a encore aujourd'hui des centaines de milliers d'Afghans, d'ailleurs ils le disent sur les réseaux sociaux aussi, vous êtes sortis de l'Iran en s'adressant à nous, Iraniens de l'étranger, vous êtes partis de l'Iran, mais nous, notre rêve, c'est de pouvoir aller en Iran. Pourquoi? Parce qu'aller en Iran, surtout pour des femmes afghanes, veut dire aller à l'école, aller à l'université, etc. D'ailleurs, aller manifester aussi contre les talibans quand elles le souhaitent. Donc, il y a tout ça à ne pas perdre de vue. Mais je pense que le régime islamique a très mal joué, justement, le fait qu'aujourd'hui, le Tadjikistan soit le centre de l'opposition afghane et le centre de la persanophonie est un échec pour le régime iranien.
et pour l'Iran en général. C'était comme si la Belgique devenait le centre de la francophonie, enfin, alors qu'à côté, il y a quand même la France. On en est là. Et donc, du coup, ça a rajouté. Et vous savez, il y a beaucoup d'Iraniens, on le sait, qui sont très en faveur du fils de commandant Massoud et qui ont demandé à ce que le régime islamique d'Iran intervienne pour soutenir, non pas physiquement, mais soutenir militairement, financièrement et autres, la résistance afghane, ce qu'on appelle la résistance afghane. Bien sûr, ce qui n'a pas été fait. Puisqu'il y a beaucoup plus d'affinité peut-être entre les talibans actuels et le régime islamique d'Iran qu'entre le fils de commandant Massoud et ses soutiens. Parce que les soutiens de commandant Massoud en Iran sont des laïcs, des féministes, des hommes laïcs, des intellectuels, etc. etc. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, qui est une question très intéressante, mais on n'a pas encore de recul. Vous voyez, c'est parce qu'on entend aussi encore aujourd'hui différentes voix assez discordantes, comme j'ai essayé de l'expliquer, y compris au sein même du régime, donc par rapport aux talibans en Afghanistan. Donc, on va voir ce que ça donne. L'Iran a commencé à son tour à se rendre compte qu'il faut accepter un certain nombre d'intellectuels persanophones afghans. On va voir jusqu'où ils vont aller. Pardon, est-ce qu'il y avait une autre question? Non, Non, c'était essentiellement c'était ça. Et puis je pense que Bernard va prendre le relais aussi. C'était aussi sur l'islam politique. Oui, l'islam politique dans la région. Oui, oui. Dans la région. Écoutez, non. Moi, je pense que l'islam politique s'est largement affaibli par rapport aux années 70-80, si on compare même en Afghanistan. Même si je suis d'accord pour dire que l'occupation des Américains de l'Afghanistan, des milliards de dollars qui ont été donnés, enfin la corruption dont a parlé Clément, etc. Mais il y a eu quand même des impacts. Des petits impacts quand même sur une partie de la société afghane, notamment des citadins et citadines. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit quand même il y a des résistances par rapport à l'arrivée au pouvoir des talibans, mais en même temps, le fait que l'islam politique et disons, comment vous dire, voilà, les politiques de l'islam politique par rapport envers les femmes, etc., soit contestées dans, en tout cas, les grandes villes de l'Afghanistan par une partie, c'est-à-dire les classes moyennes éduquées de l'Afghanistan. Donc, à mon avis, on ne peut pas dire que l'islam politique a gagné ou qu'on est face à la montée de l'islam politique. En tout cas, ce n'est pas le cas en Iran, ça c'est net et clair. Je pense qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Irak, on l'a constaté aussi. Non, je pense que dans la région, au contraire, on est face à l'affaiblissement de l'islam politique. Peut-être que ce qu'on constate, c'est aussi une réaction par rapport effectivement à ces sociétés au sein desquelles l'islam politique n'a plus autant d'emprise qu'avant. Donc, la réaction est très violente de la part des tenants d'une lecture obscurantiste et politisée de l'islam. Merci. Ça me donne l'occasion de parler justement peut-être encore plus de l'islam politique avec M. Hourcade, notamment sur l'influence de l'Iran en Irak. On a toujours, je ne sais pas jusqu'à quel point, est-ce qu'on a fantasmé cette influence très forte, notamment dans le sud de l'Irak, bien sûr, ou bien réellement l'Iran conserve une influence très très forte en Irak et sur son devenir. Donc son rôle régional, voilà, je voulais vous questionner là-dessus, sur son rôle régional, notamment en Irak, mais aussi peut-être au Yémen ou au Liban. Voilà, est-ce que on disait que tout à l'heure justement en Afghanistan,
on a l'impression que le régime est tenté par une réelle politique, en fait. Par rapport à l'Afghanistan, je dirais peut-être parce qu'ils veulent avoir moins de réfugiés afghans, vu qu'ils en avaient reçu énormément, je pense plus de 3 millions, je crois même plus que ça, je crois, lors des années antérieures, et qu'ils avaient peut-être peur aussi ils voulaient négocier une certaine fermeture des frontières, enfin j'en sais pas, j'imagine, avec le nouveau régime. Et voilà, c'est un peu sa place, un peu de l'Iran, et notamment son rôle régional. Est-il si perturbateur que cela? Oui, j'ai eu beaucoup de questions des participants sur les questions internationales et le rôle déstabilisateur de l'Iran. J'ai entendu dire que l'armée américaine était implantée en Afghanistan longtemps, en Irak, en Syrie, que les forces spéciales françaises sont en train de déstabiliser le Kurdistan, l'Irak, la Syrie et le Sahel. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ne pas oublier d'abord que l'Iran est un État. Il y a un État fort en Iran depuis le XVIe siècle. C'est le seul État ancien de toute la région. Et donc, quel que soit le régime, le Shah, des communistes, des libéraux, des populistes, des mollahs, peu importe, l'Iran est un État fort, un État structuré, et tous les Iraniens tiennent à leur État. Après, ils feront leur cuisine, mais ils tiennent à leur État. Et le slogan numéro 1 de la révolution iranienne, c'était indépendance, anti-impérialisme. C'est Esther Lal, l'indépendance. Et donc, ne pas toucher aux frontières. Et ils ont eu la guerre Irak-Iran, la plus longue guerre du XXe siècle. On a attaqué, on a pris le territoire national, la mère patrie. Et les soldats du Shah ont été les premiers à défendre la patrie, la terre patrie. Autrement dit, dans tout ce qui s'est passé, l'Iran, pays agressé, à tort ou à raison, peut-être à raison parce que l'Iran n'est pas parfait, pour réagir, que fait-il? Il va utiliser un archipel d'associés. Alors, ces associés, ce sont les personophones. Dès qu'il y a un groupe de personophones ici ou là, l'Iran va les soutenir. Les chrétiens, les minorités religieuses. Et donc, l'Iran est un des principaux soutiens des minorités chrétiennes d'Irak ou de Syrie. Parce qu'on a là des gens qui ne sont pas dans le système. Des chiites, bien évidemment. Ce sont des cousins. C'est le Hezbollah, c'est les chrétiens chiites d'Irak, ou des chiites qu'on ne connaît pas d'Afghanistan ou des Houthis, même si on ne savait pas que ça existait, les Houthis du Yémen. Mais l'Iran donc a utilisé tous ces proxys à coût de quelques millions de dollars, mais finalement pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de réseaux, pour essayer de dire aux Arabes, à l'Arabie Saoudite, si vous m'embêtez un peu trop, je suis capable de vous embêter au Yémen, et donc arrêtez de m'embêter. Et donc cette guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran a fait qu'au Liban, on ne voit que le Hezbollah. Ne pas oublier que les principaux vecteurs de soutien au gouvernement libanais étaient les sunnites libanais soutenus par l'Arabie Saoudite. Quand en Irak, les élections, on dit regardez les chiites, l'Iran est influent, etc. Mais c'est le candidat saoudien, le candidat iranien. On oublie que l'Arabie Saoudite a un réseau d'influence et de déstabilisation. Que je sache, le 11 septembre ou le Bataclan, ce n'était pas l'Iran. Ce n'était pas l'Iran. Or, tout le monde dit, mais évidemment, le Bataclan, c'est l'Iran. Non, désolé, ce n'est pas l'Iran. C'est pas l'Iran. Et donc, il faut être un petit peu sérieux quand on voit cela. Donc, ce nationalisme iranien explique la puissance iranienne d'ici et là. Alors, effectivement, ça aboutit au Liban à ce que le Hezbollah, qui est la majorité au gouvernement libanais actuel, qui est presque la majorité de la population, est un parti libanais. Beau succès de la politique internationale iranienne dans le cadre de la guerre du Liban à l'époque, en 82, ça remonte, et de l'opposition à Israël. L'Iran dispose là d'une arme assez efficace et pas trop chère finalement, faire pression sur Israël, qui est un moyen excellent de faire pression sur les Européens, etc. Tout ceci, c'est la stratégie politique qui peut être effacée assez rapidement par une entente avec l'Arabie Saoudite, qui est l'autre grande rivalité de la région. Alors, sunnisme chiite, ça compte, mais il faut voir le nationalisme iranien, qui est la principale politique rationnelle, de réelle politique de l'Iran, tous les gouvernements confondus, le nucléaire inclus. Alors, on en arrive à la question importante de l'islam politique. Bien, l'Iran a tué l'islam politique. En Iran, la République islamique prend le pouvoir. L'islam, c'est la solution. Et en Iran, ils ont pu le mettre en place. Avec les méthodes musclées que connaît le gouvernement iranien, il a mis en place un régime islamique. Qu'est-ce qu'il y a d'islamique dans l'économie iranienne, dans l'université iranienne, en dehors du statut des femmes, du voile sur la tête des femmes et quelques lois traditionnelles d'un islam dépassé qu'on cherche d'appliquer? La société iranienne est la plus sécularisée du Moyen-Orient, la plus sécularisée. Les mollahs essaient d'imposer leur système, mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Même chez les gens qui sont de bons musulmans, mais qui disent c'est fini. Une étudiante et pas mal de chercheurs ont travaillé sur les réformateurs islamiques en Iran. Les penseurs chiites, ayatollahs, des gens qui ont vraiment travaillé
qui a également été étudié en Europe, au Occident, et ont eu l'expérience de la République islamique, sont en train de revoir l'islam, non pas l'islam chiite, l'islam en général, et toute la charia. La charia, c'est le code civil, le code qui n'est pas, on dit la charia, c'est la lapidation des femmes, le coupement des voleurs. C'est un article sur 5000. Bon, c'est la loi, le code civil, bon, qui a des aspects inadmissibles, mais c'est la loi. Il dit, ce code civil, la charia, il faut la revoir sérieusement, et ne pas uniquement voir la charia avec les yeux du 8e siècle et du 1er siècle après le prophète. Ils sont en train de repenser quoi? Une certaine séparation de l'islam de la politique, avec effectivement des lois, des règles morales qui s'appliquent à l'individu, à la liberté de conscience, et d'autre part, l'État, la République, qui gère un certain nombre de choses. Séparation de l'Église et de l'État, en quelque sorte. Et ceci est pensé, non pas par quelques révolutionnaires marginaux, non, par des dignitaires religieux importants qui écrivent des livres. Ils sont en Iran, ces gens-là. Ils sont écoutés chez les mollahs de Qom ou d'ailleurs, chez les étudiants, qui regardent ces acteurs avec intéressant. Et donc, l'Iran est un laboratoire, de ce point de vue-là, de l'échec de l'islam politique dont parlait Olivier Roy, il y a 30 ans, il y a 40 ans de ça. C'est-à-dire qu'en laissant faire cette expérience, les sociétés, si on leur laisse un minimum de liberté, en Iran, ils ont pris cette liberté, montrent que l'islam est quelque chose de très important, mais qu'il ne faut pas insulter l'islam, en quelque sorte, en lui faisant faire des choses pour lesquelles il n'est pas fait. L'islam est une dynamique considérable, peut apporter beaucoup de choses à l'individu, à la philosophie, à la pensée, à la morale, etc. Mais si on lui fait faire n'importe quoi, c'est une insulte au prophète, une vraie insulte au prophète. Certains disent, n'insultons pas le prophète. Le prophète n'a pas fait des lois sur le pétrole, l'irrigation, les techniques de répartition de l'électricité. Ce n'est pas son problème. Et donc, l'Iran, à ce point de vue-là, fait de gros progrès. Et c'est pour cela que, justement, Trump ou les Israéliens ou l'Arabie saoudite ne voulaient pas d'un Iran puissant qui agisse non pas en vendant quelques Kalachnikov ou quelques missiles au Hezbollah ou aux Houthis, mais en étant une puissance qui, en matière d'islam en particulier, pourrait dire aux Wahhabites d'Arabie saoudite, messieurs, vous retardez un petit peu. Voici quelques bouquins qui vous permettent, écrits en arabe, qui permettront de réfléchir sur ce que peut être un islam du XXIe siècle. Et même en France, certains bouquins rédigés par des dignitaires religieux iraniens actuels qui ont pensé l'islam d'aujourd'hui seraient utiles dans les mosquées françaises parce qu'il y a un univers entre certaines mosquées françaises ou un islam français qui est encore très archaïque et ce qui est pensé en Iran. L'Iran est un laboratoire remarquable du point de vue historique. Ce n'est pas nouveau, hein, mais c'est un fait très important qu'il faut voir. Une question qui a été posée aussi sur les gardiens de la Révolution, ce genre de personnage. Les gardiens de la Révolution, ils sont les anciens combattants. Bon, c'est très important, c'est un groupe influent, hein, mais il ne faut pas survaloriser leur existence. C'est un groupe puissant économique, militaire, etc. Mais il y a une diabolisation des gardiens de la Révolution comme une diabolisation de l'Iran. Donc, de voir l'Iran qu'à travers les gardiens de la Révolution, c'est voir l'islam uniquement à travers les djihadistes ou voir les communistes uniquement avec ceux qui ont un couteau entre les dents. Bon, c'est un peu réducteur quand même s'il y a du couteau entre les dents aussi, bien évidemment. Soyons pas naïfs. Mais essayons de dédiaboliser l'Iran et de voir les dynamiques qu'il y a, et elles sont intéressantes. Et contrairement, je ne suis pas d'accord plus avec Clément sur l'attractivité de l'Iran. L'Iran est intéressant et attire des gens. Effectivement, ce n'est pas les Japonais qui sont attirés vers l'Iran, hein, ni les Français, ni les Américains, mais dans le Moyen-Orient, l'Iran maintenant a pris sa place. Il est connu grâce à son ingérence dans les pays voisins. L'Iran est un acteur. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un allié très potentiel. Si on veut combattre les talibans, ce n'est pas les forces françaises qui vont aller combattre les talibans. On aurait bien besoin des Iraniens, pays nationalistes jacobins napoléoniens, je dirais, de pouvoir contrôler un peu ce qui se passe chez les frères talibans. C'est les seuls capables de le faire. Même si au Tadjikistan, ils ont pris les opposants politiques. Donc, l'islam politique est peut-être mort à Téhéran. Je m'arrêterai là. Excusez-moi, moi je ne peux pas, s'il vous plaît, l'islam politique est mort en Iran, dans la société iranienne, dans la majorité de la société iranienne, l'a rejeté, on le sait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tout ce dont vous parlez, Bernard, tu parles, Bernard, c'est-à-dire cet effort de relecture de Coran, j'en ai beaucoup parlé, écrit là-dessus depuis le début de la décennie 1990. Pour vous dire que ça remonte à cette date-là. Effectivement, il y a de nombreux ayatollahs, d'ailleurs Sanéhi et autres, qui sont maintenant décédés d'ailleurs, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Mais moi, ce que je constate, c'est que l'islam politique, effectivement, a ses lois. Et ces lois sont toujours en vigueur en Iran. Et ce sont ces lois qui font que les filles
se marient à l'âge de 10-14 ans. Ça, pour moi, c'est absolument inadmissible. Ou alors, le fait que la féminicide a augmenté en Iran ces dernières années, en partie, le féminisme, pardon, en partie du fait des lois existantes. C'est-à-dire que si les enfants sont considérés la propriété de leur père, et si un père tue son enfant, au pire des cas, il ne sera qu'emprisonné, il ne sera emprisonné que pour 3 ans. Donc, on a eu des cas où les pères se sont dit, bah, je vais aller en prison pendant 3 ans, peut-être, mais je vais tuer ma fille parce que je soupçonne qu'elle a fait je ne sais quoi. Donc, je suis d'accord, Azadeh, là-dessus. Je suis d'accord avec ça. L'islam politique, c'est aussi l'islam politique est toujours au pouvoir en Iran. Son pouvoir est contesté. Tout à fait. On ne dit pas la même chose, Bernard. Excuse-moi. Je suis d'origine iranienne. J'ai grandi en Iran. Hein, je ne suis pas le produit. Après, j'étais aux États-Unis, maintenant en France. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut aussi réfléchir à la façon dont nous, occidentaux qui habitons ici, on peut effectivement aider la société iranienne à se renforcer et à se battre contre cet islam politique obscurantiste, talibanisé qui est aujourd'hui en Iran. Je suis désolée, il ne faut pas relativiser tout ça. Je pense que c'est la différence qu'on a avec Bernard, Azadeh et moi, c'est qu'on fait la différence entre l'Iran et le régime de la République islamique. Bernard considère que c'est le produit du nationalisme iranien. Ce que j'ai montré dans l'Iran et ses rivaux, c'est qu'au contraire, il y a une nouvelle génération, ce que j'appelle le nationalisme par le bas, qui demande du développement économique, de la transparence, et c'est des choses qu'on va retrouver en Irak, au Liban, et c'est contre l'idéologie et le régime de la République islamique qui est accusé d'être contre les intérêts nationaux. Alors, j'ai fait une thèse de relations internationales, l'intérêt national n'est pas facile à définir, mais dans le cas de l'Iran, parce que mon exemple, c'était les relations avec la Russie, c'est contraire à l'intérêt national parce qu'ils ne défendent pas les intérêts nationaux économiques. Donc, c'est pour ça que j'ai appuyé le nouveau patriotisme économique par le bas. Et donc, c'est ça la différence. Je pense qu'on est d'accord dans l'ensemble pour condamner le régime iranien. Parce que, en fait, c'est un régime qui va utiliser son intervention à l'extérieur, comme l'a expliqué Azadeh, pour réprimer à l'intérieur. Mais c'est une projection qui n'est pas nationaliste. C'est une projection qui est contre la nation iranienne. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'identité iranienne, et cela dépend comment on définit l'identité iranienne. Et là où j'ai un désaccord avec Bernard, c'est là-dessus. Je pense que le régime iranien, parce que je le prends au mot, je lis les sources en tant qu'historien, définit l'identité iranienne comme l'idéologie roméniste de l'ayatollah Khomeini. Khamenei est appelé imam. Donc, peut-être il serait le 12e qui serait revenu. Donc, on est quand même face à un régime figé, théocratique. Donc, le cadre légal est très en retard sur les évolutions de la société. Ça ne va pas dire que la société n'est pas attractive. Par exemple, je donne un autre exemple par rapport à Bahreïn. C'est intéressant parce on croit que les gens au Bahreïn, les Iraniens, voudraient soutenir les mollahs. Pas du tout. Ceux qui soutiennent le régime de la République islamique, ce sont les chiites arabes. Les Iraniens sont très contents d'avoir un roi. Ils pensent que le roi du Bahreïn les sauve du désastre qu'est la République islamique. Par contre, ils aiment l'Iran. Pourquoi? Parce qu'il fait frais, parce que c'est beau, c'est un pays touristique, donc ils sont très riches. Si vous voulez, la monnaie du Bahreïn est indexée sur le dollar. L'Iran est devenu un pays misérable pour les pays de la région. Donc, c'est très peu cher, très bon marché. Donc, ils achètent des maisons, ils vont en vacances, etc. Ce qui est une humiliation pour la population iranienne. Il faut bien comprendre, des tout petits pays, comme le disait Bernard. Ils achètent même des filles iraniennes, pardon. Voilà, c'est terrible. Les Iraniens, non. Les Iraniens sont des personnes tout à fait fréquentables. Ce sont des familles iraniennes. Non, il y a beaucoup de filles. Écoute, il y a du trafic à Dubaï, oui. Mais ça, non, mais ce n'est pas autre chose, c'est le trafic des êtres humains qui est très fréquent. Non, mais je parlais d'interviews que j'avais fait à Bahreïn avec des Iraniens très âgés qui partaient en vacances à Tabriz et dans le nord du pays, sur la mer Caspienne, parce que l'été, il fait très chaud. Donc ça, c'est un tourisme historique qui existe. C'est pour ça que l'attrait de l'Iran, je parlais de l'attrait touristique de l'Iran, existe. Je ne parlais pas du on trafic entend bien. Voilà. On entend bien la complexité, effectivement, de l'Iran. Hein. C'est un peu ce qu'on avait dit au départ, parce que c'est un grand pays, une grande civilisation, un État construit, on l'a rappelé, depuis des siècles, avec des gens formés, une classe intellectuelle, etc. En même temps, bon, un régime
qui même s'il n'est pas aussi obscurantiste peut-être que les talibans en Afghanistan, parce que ce n'est pas la même histoire, c'est pas l'Afghanistan n'est pas un pays constitué comme l'Iran l'est. On voit bien mais comment se mélange aussi le nationalisme, la religion, etc. Et que les choses sont complexes et on espère tous évidemment que ça évoluera dans le bon sens. Et donc, moi, je voulais revenir un petit peu à l'économie. On a une question de Fabrice, notamment sur le fait, justement, là encore, le mélange, c'est que c'est quand même beaucoup les gardiens de la Révolution qui sont le bras armé du régime, le bras sécuritaire qui contrôle en tout cas les grandes entreprises qui contrôlent, notamment d'extraction, etc. Donc, et même aussi d'ailleurs les fermes de Bitcoin, comme on a vu récemment. Mais voilà, donc il y a cet aspect économique. Et en même temps, j'avais une deuxième question qui ouvre un peu plus sur plus large, c'est que l'Iran va intégrer l'Organisation de coopération de Shanghai, hein, donc qui rassemble la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan et un certain nombre de pays d'Asie centrale. Ça a été annoncé récemment, le 17 décembre. Il y a aussi un accord de coopération stratégique sur 25 ans entre l'Iran et la Chine. Il paraît qu'il y en a un qui est en cours de négociation avec la Russie aussi. Donc, est-ce qu'au niveau économique, c'est complètement un tournant politique, enfin un tournant politique, économique et tout ce qui peut même stratégique de l'Iran vers l'Est, qui peut soit en partie subir, hein, il y a les sanctions américaines et occidentales, donc quand on ne peut pas faire du commerce et faire de l'économie avec des gens qui mettent des sanctions, ben, on essaie d'en trouver d'autres hein, pour compenser, ou est-ce que ça peut être même plutôt choisi? Est-ce que ça serait un tournant qui pourrait être au-delà de la nécessité économique de commercer avec la Chine et la Russie? Est-ce que ça serait un tournant stratégique? Voilà, donc peut-être, je ne sais pas si Clément Terme veut répondre à cette question, et puis les autres aussi, vous pourrez intervenir, bien sûr. Oui, brièvement, parce que j'ai déjà trop parlé. Sur l'économie, l'idée, c'est de créer un nouveau modèle économique qui ne dépende pas de la vie politique à Washington, parce qu'ils se sont aperçus, comme les entreprises françaises et européennes, que en fait, la présence occidentale sur le marché iranien se décide à la Maison-Blanche. Donc, il n'y a pas de souveraineté européenne. Donc, l'utilité de ce qu'on appelle, entre guillemets, les modérés, les réformateurs, c'était en fait, du point de vue du guide, de diviser l'ennemi occidental et de créer une divergence entre l'Europe et les États-Unis sur le dossier iranien, en attirant les entreprises du CAC 40. C'est pour ça qu'ils allaient à Davos, etc., qu'ils avaient cette ouverture sur les multinationales, parce qu'ils savaient très bien que les appareils de sécurité occidentaux étaient tous alignés sur la question iranienne. Donc là, ils ont fait une brèche, mais Trump a fermé cette brèche. Et donc, dans l'embargo américain. Donc, ce qui se passe après, c'est qu'il y a cette idée finalement qu'on ne peut pas refaire la même erreur et que finalement, il vaut mieux choisir de se tourner vers les pays qui ne posent pas de conditions pour le commerce, que ce soit en termes de droits de l'homme, de corruption, de transparence, qui au contraire recherchent la loyauté de l'Iran. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'acceptation russe, ça c'était déjà acquis, mais chinoise, ça c'était moins acquis, du membership, de l'adhésion de l'Iran à l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, parce qu'avec Raïssi, ils sont rassurés. Raïssi ne peut pas voyager en Occident, sinon il se fait arrêter, il va en prison. C'est pour ça qu'on peut quand même être surpris que le président Macron lui parle. Donc c'est quand même, du point de vue occidental, un élément important à prendre en compte. Donc là, ils sont rassurés sur la loyauté de l'Iran et, comme je l'ai dit tout à l'heure, les talibans apparaissent comme pires aujourd'hui. Donc le régime, par contraste, comme l'a expliqué Bernard par rapport à Daesh à l'époque du Bataclan, apparaît, si vous voulez, moins pire, entre guillemets, et donc peut jouer ce rôle, cette communication vis-à-vis des États autoritaires chinois et russes. Et l'Iran cherche pas la même chose avec la Chine. C'est vraiment l'économie, donc c'est un troc finalement. L'Iran donne du pétrole pas cher et la Chine va déverser ses produits en Iran. Et avec la Russie, c'est un accord sécuritaire. Alors là, c'est plus complexe parce que la Russie a par exemple le commerce entre la Russie et les Émirats ou la Russie et Israël est plus important que le commerce entre la Russie et l'Iran. Donc, c'est ça qu'on retrouve avec la Chine également, parce que la Chine a déjà un partenariat stratégique avec l'Arabie Saoudite et un autre avec les Émirats. Et la Chine et la Russie vont beaucoup plus loin avec les rivaux de l'Iran. Donc, ils sont déjà en train de travailler sur la 5G, par exemple. La Chine donne des missiles à l'Arabie Saoudite d'une portée de 5000 km. Donc, voilà, il y a, si vous voulez, l'appétit russe et chinois est quand même pour là où se trouve l'argent, la richesse dans la région. Je vous donne un exemple. Après le retrait américain, le PIB par habitant, même si c'est une mesure imparfaite, Piketty l'a bien montré, de l'Iran, c'est 3 000 $. L'Arabie Saoudite, c'est 55 000 et la France, c'est 45 000.
Donc, même si peut-être ce sont des pays arriérés qui font des réformes de manière très datée, il y a une force de frappe financière qui est immense. Donc, même des pays comme la Russie et la Chine ne vont pas s'aligner sur l'Iran. Et c'est ça le grand drame de la République islamique, et pour ça que ce régime est accusé de ne pas défendre l'intérêt national, c'est qu'en ayant des relations qu'avec la Russie et la Chine, il se prive de marge de négociation. Et c'est pour ça que quand même la politique, disons, des modérés était quand même plus réaliste, dans le sens où rééquilibrer avec les relations avec l'Europe. C'est pour ça que je n'exclus pas que dans quelques années, ça va revenir. Mais pour l'instant, ils sont dans cette réaction après le retrait de Trump. Et l'idée, c'est de dissocier l'évolution de l'économie du pays des évolutions géopolitiques ou d'un possible accord à Vienne, parce que les négociations doivent reprendre début novembre. Et donc, on ne sait pas si l'Iran va revenir avec la même position, parce qu'ils ont presque trouvé un accord au mois de juin, après 6 rounds de négociations. Donc, les paramètres sont là pour un retour de l'Iran et des États-Unis. Mais est-ce que la nouvelle administration ne va pas jouer la politique de la surenchère par rapport au gouvernement rouhani? Ça, c'est un risque. Parce qu'il y a cette présence russe et chinoise qui est de plus en plus importante. Et la Chine achète de plus en plus de pétrole à l'Iran. Donc, pour la survie, si vous voulez, pour une économie de subsistance, même s'il y a une paupérisation du pays, le PIB a été divisé entre 2 et 3 depuis une dizaine d'années. Donc, il y a un appauvrissement généralisé. Et donc, c'est, comme le disait Zadeh, le peuple iranien est victime de cette stratégie internationale. Mais c'est à la fois un choix et une conséquence de Trump, les deux, je dirais. Autrement dit, en fait, moi, ce que je comprends en même temps, c'est que l'Iran étant un pays très nationaliste, donc qui tient à son indépendance, se retrouve un peu coincé, en fait, à faire ses alliances économiques avec la Chine ou la Russie, et tente donc de sortir de cet étau dans lequel l'enferment en fait les sanctions internationales, enfin, surtout américaines bien sûr. Elle tente de le faire, mais en même temps, elle sait qu'elle va peut-être perdre son indépendance. Est-ce que l'Iran a toujours cherché à être ni Est ni Ouest? J'ai toujours pensé que c'était au fond sa véritable volonté, mais maintenant elle est coincée et qu'elle va devoir peut-être choisir, sans choisir en fait véritablement, parce que elle sait que quelque part, choisir l'Iran, par exemple la Russie, c'est quand même un allié très inconfortable pour elle. On pourra parler de la Turquie tout à l'heure, mais voilà, je sais que beaucoup de pays, certains pays hésitent même à choisir entre la Chine et la Russie, se disant que leur influence peut être assez nocive d'une certaine façon à leur propre indépendance. Qu'en pensez-vous, Bernard Orcade? Oui, d'abord, un mot pour rassurer Azadeh. Quand je dis l'islam politique est mort, je veux dire par là que, justement, le mot de talibanisation est tout à fait juste, c'est-à-dire l'islam politique dans la société iranienne ne fonctionne pas, et maintenant c'est généralisé, disons, c'est un rapport de force, c'est évident, et l'expérience est là. Cela dit justement parce que c'est en train de se faire que les plus réactionnaires et les plus talibanisés développent l'islam le plus traditionnel, le plus rétrograde. Ça, c'est une réalité dans le combat tous les jours. Concernant les gardiens de la révolution Pasdaran, ils sont importants, mais si en 1950 on disait, vous savez, ce chef d'entreprise, je crois qu'il a été dans la résistance, c'est suspect. Il est normal que les anciens combattants dans tous les pays du monde, qu'ils soient de la Seconde Guerre mondiale, de guerre du Vietnam ou autres, aient une position. Donc ça, c'est sociologique, si vous voulez. On leur a donné des moyens économiques pour qu'ils se taisent et qu'ils ne fassent pas de politique. Concrètement, après la guerre, Rafsanjani a donné les entreprises de la révolution pour qu'ils repartent chez eux, fassent du business et de l'argent et de la corruption et leur fichent la paix au mollah en matière de politique. Ce n'est pas le cœur du sujet, on pourra en débattre. Sur le Est et Ouest, c'est un slogan ni Est ni Ouest, République islamique. Et maintenant, ils ont ni Est ni Ouest. Ils se trouvent au milieu du gué. Ils n'ont pas les bienfaits chinois, n'ont pas l'amitié éternelle des missiles russes, et ils n'ont pas l'argent des Européens et des Américains. Et donc l'Iran s'appauvrit parce qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre, concrètement. Donc, il y a une vraie, à force d'être indépendants, ils sont indépendants, mais ils meurent de faim au milieu de leur île. Or, l'Iran doit être au contraire un carrefour. Et la République islamique qui fait tout pour ne pas recevoir des gens et être un pays qui rejette tout le monde. Toutes les personnes que vous avez, vous, ce soir autour de vous, ne sont interdites de séjour en Iran. Aucun d'entre nous n'avons pu faire d'études de terrain approfondies depuis 5 ou 10 ans.
Et ça, c'est un problème très grave pour voir l'Iran de l'intérieur. On le suit, on a des relations, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais la recherche scientifique en sciences sociales, notre collègue Farid Bag vient pour en parler, elle est en tôle. Elle n'est pas la seule, et il y en a beaucoup comme ça. Donc, c'est d'Est, d'Ouest, mais seulement les Iraniens arrivent après la bataille, Clément l'a dit, les accords des Chinois avec les Saoudiens, les Émiratis sont bien plus importants qu'avec l'Iran. Mais les Américains ne sont pas idiots à dire que le centre du monde, c'est la Chine maintenant, au XXIe siècle, et on préfère la Chine à une relation avec d'autres pays. Donc que l'Iran se tourne vers la Chine, ce n'est pas nouveau d'ailleurs, hein. C'est normal, c'est là que se trouve l'argent pour l'instant. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est une façon de négociation de Vienne sur le nucléaire, des Américains. Oh, on peut se passer de vous. Regardez, on vit très bien en Iran. D'ailleurs, les Chinois et les Russes nous portent des armes et des biens. On peut se passer de vous complètement. C'est pas faux, mais c'est loin d'être vrai. Et ça surtout que les Iraniens, fondamentalement, ne sont pas prêts à avoir des objets chinois, une liaison avec la Chine, comme ils voudraient l'avoir avec la culture européenne ou la culture chinoise. Comme que je sache, cet aspect culturel et sociétal est très important en Iran. Les Iraniens sont nos premiers voisins de l'Est. Marathon et Salamine, c'était la fraternité, souvent musclée, avec les Romains ou les Grecs. Donc, l'Iran et l'Europe sont quand même très proches du point de vue culturel ou autre. Donc, les Iraniens sont très contents de jouer le jeu avec les Chinois et les Russes pour embêter les Américains dans un rapport de force. Autre petit détail, Clément le soulignait, en matière de droits de l'homme, ce n'est pas le président Poutine ou le président Ping qui va embêter les Iraniens. Hein. Et donc, il y a cela aussi dans la balance. C'est un jeu d'équilibre. Le problème, c'est que l'Iran n'est pas en position de force aujourd'hui. Et l'Iran doit trouver une solution parce qu'ils savent très bien que même si, Azadeh le soulignait, la révolte populaire, les Iraniens sont tellement écrasés par tout ça, et le Covid ajoute à cela, qu'il n'y a plus la force de se révolter vraiment à fond. Mais il y a quand même un potentiel de non-coopération avec le régime iranien qui est de plus en plus fort aujourd'hui, tranquille, mais il est là. Il y a une force tranquille en Iran qui est là. Alors, elle ne va pas exploser, c'est pas ça, mais elle est là, et tout gouvernement iranien, quel qu'il soit, doit en tenir compte. Et maintenant, ça bouge beaucoup avec ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Chine ou à Moscou. Bref, on revoit tout cela dans un contexte d'émergence des populismes. Et le danger pour les Iraniens, Azadeh a signalé des cas particuliers, c'est ce retour d'un islam traditionnel, paternaliste, oppressif, qui va de pair avec une société high-tech d'un côté. Alors, le gouvernement va donner du high-tech, et de l'autre côté, il va doubler le chador des femmes et mettre les filles mariées à 14 ans. Il y a ce danger qui existe en Iran, danger populiste, qu'on connaît partout. Je vais arrêter là pour l'instant. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, non pas sur le poids économique des gardiens, Bernard en a parlé, mais sur le poids politique et de plus en plus important des gardiens de la Révolution avec le gouvernement de Raïssi actuel. On constate beaucoup de pastarans qui sont à la fois au Parlement en tant que députés, mais également en tant que ministres. Et je pense que leur influence est de plus en plus grande sur l'échiquier politique à la fois interne et régional de l'Iran. Cette influence existait déjà, mais était quelque part contrée par d'autres influences. Aujourd'hui, je ne vois pas ces influences-là contrées par qui que ce soit. Et donc, il s'agit là aussi d'une volonté de militarisation de l'échiquier politique interne aussi de l'Iran et la répression de plus en plus grande. Les gardiens de la révolution interviennent rarement pour réprimer les émeutes internes. Aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus cette volonté-là aussi qui s'affiche. On en parlait l'autre jour avec Bernard, c'est pour la première fois, à notre connaissance, qu'un ministre de l'Intérieur iranien est un militaire. Donc, il y a eu au moment de la campagne présidentielle de l'Iran de nombreux gardiens de la révolution qui étaient candidats à l'élection présidentielle. Et finalement, il a été décidé dans les hauts cercles de pouvoir que c'est un mollah qui allait être président, mais avec les gardiens de la révolution qui allaient jouer un rôle prépondérant dans aussi la politique de l'Iran. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un poids économico-financier très fort des gardiens de la révolution, d'ailleurs à qui ont profité les sanctions états-uniennes, parce que le pétrole iranien se vend quand même à travers
la contrebande. Il y a des marchandises qui parviennent en Iran à travers la contrebande. Allez voir qui profite de ces contrebandes. Ben, ce sont, comme dirait Ahmadinejad, les frères contrebandiers, c'est-à-dire les gardiens de la révolution. Et donc, ils ont aujourd'hui le pouvoir financier, économique, mais également militaire, bien sûr, et politique. Et on en est là, malheureusement. C'est-à-dire qu'il faut que les Occidentaux comprennent également l'impact. Moi, je suis là pour ça. Hein. Je n'adore pas de faire des conférences. J'en fais suffisamment. Je suis prof à la fac. Donc, voilà, si je suis là ce soir, c'est aussi pour dire ça. C'est-à-dire qu'il faut que les Occidentaux comprennent l'impact de leurs politiques occidentaux. J'entends bien évidemment Trump, les États-Unis, etc., mais également les politiques qui sont menées par rapport à ce pays, l'impact de ces politiques sur la radicalisation des pays, que ce soit l'Iran ou d'ailleurs d'autres pays de cette région. Donc, il faut se poser la question de savoir à qui ont profité les sanctions américaines, à qui a profité cette politique américaine, souvent malheureusement aussi soutenue par les médias occidentaux, etc. On en a parlé, c'est-à-dire que l'Iran est représenté toujours comme un pays où il ne se passe rien, il n'y a que la bombe nucléaire, il n'y a que les missiles. Non, la société iranienne est vraiment une société… Moi, je travaille aussi sur la Turquie. Je fréquente beaucoup le Maghreb. Enfin, je ne suis pas que spécialiste de l'Iran. Enfin, j'essaye, bon, voilà. Mais franchement, aucun pays ne m'a intéressée en tant que sociologue autant que l'Iran. Il se passe énormément de choses. Je suis en train je ne veux pas faire la publicité, mais je suis en train de rédiger un ouvrage qui est fondé sur mes recherches de terrain sur les minorités ethniques de l'Iran et qui sont aussi issues des couches, disons, démunies pour beaucoup. C'est fascinant. C'est là qu'on voit à quel point cette société a été sécularisée, modernisée. Et bien évidemment, ces mêmes gens, quand il y a la pauvreté, quand ils meurent de faim, ils sont obligés aussi de donner leur fille en mariage à l'âge de 14 ans. Donc voilà, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous nous interrogez sur l'Iran. Moi, je voudrais vous interroger, vous, force politique de gauche, vous, qu'est-ce que vous faites? Combien de fois, voilà, j'ai aussi publié dans le journal de Pouria, par exemple, Politis, et partout ailleurs, nous, c'est notre Bernard, Clément, nous n'arrêtons pas de publier partout, d'intervenir dans les médias. Vous, qu'est-ce que vous faites pour l'Iran, s'il vous plaît? C'est une très bonne question. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit il faut lever les sanctions. Moi, oui. je suis totalement d'accord avec vous. Il faut lever les sanctions. Le problème, c'est que je pense que si on les avait levées avant l'élection de Raïssi, ça aurait été plus malin, bien sûr. C'est-à-dire que ça n'aurait peut-être pas donné raison au régime, mais le régime va tout de suite l'utiliser comme une victoire. Voilà, si on lève, voilà. Est-ce que ça vous poserait un problème? Est-ce que c'est une façon de légitimer le régime si on lève les sanctions maintenant? Est-ce qu'eux vont le prendre comme une victoire? Évidemment. Raïssi va dire, regardez, quand je suis arrivé au pouvoir, il n'y avait rien, et maintenant, c'est évident. Mais vous voyez le rapport qualité-prix, ce qui est important, c'est que les Iraniens, eux, vont prendre cet argent-là. Et que le gouvernement iranien, quel qu'il soit, forcément un gouvernement qui voit l'économie qui augmente, il en tire un profit. Mais le danger est là, et Raïssi sait très bien que son problème le guide surtout, l'afflux d'argent, l'afflux de développement économique soutiendrait la société civile, et ce serait un rapport de force changé par rapport au Mollah, qui pour l'instant utilise la pauvreté pour pouvoir imposer leurs règles morales, leur pouvoir. Et donc, le risque d'ouvrir les frontières économiques et de ces sanctions va profiter aux gardiens de la Révolution, au Mollah, c'est évident, dans tous les cas, ils en profitent et maintenant. Mais au moins, le reste de la société en profitera aussi et changera les rapports de force. Ça change un peu la règle du jeu. Et ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Dans tous les cas, on ouvre la machine. Et si on bloque la machine comme aujourd'hui, les religieux, les gardiens de la Révolution, les forces les plus réactionnaires gardent le pouvoir, s'enrichissent sur le dos de la population iranienne. Ça, c'est très clair. Le modèle est clair. Mais évidemment, on va en Israël dire la bombe atomique iranienne est prête dans 15 jours. Arrêtons de dire des mensonges. Un petit détail, j'ai rencontré une fois un dignitaire israélien qui me disait, monsieur, vous n'y connaissez rien, c'était en 1992 au nucléaire. Dans 3 ans, les Iraniens ont une bombe.
J'ai revu ce dignitaire israélien 15 ans plus tard. Je lui ai dit, monsieur, vous ne connaissez pas, mais vous m'avez dit que dans 3 ans, en 92, les Iraniens avaient la bombe. Je me suis trompé, très content d'être trompé, mais je vous garantis que dans 3 ans, les Iraniens ont la bombe. Arrêtons de faire des petits jeux sur le dos des Iraniens. Est-ce que les Iraniens veulent la bombe, à votre avis? Justement, juste pour une dernière question, ça me une question qui m'intrigue. Est-ce qu'à votre avis, ils veulent vraiment la bombe? Est-ce que c'est pour eux aussi une garantie de ne plus jamais être attaqués, comme la Corée du Nord? Attendez, attaqué par qui? Est-ce que vous pensez que si l'Iran est attaqué par Israël, en partie, par Israël ou par Israël, etc. On sait très bien que dans le jeu des armes atomiques, l'Iran, avec une bombe atomique, a le risque de se prendre 30 bombes atomiques sur la figure avant que la bombe iranienne soit sortie. Donc, du point de vue politique, l'Iran, le grand Iran du Shah, de Darius, a envie d'être un grand pays puissant avec une bombe atomique, c'est avoir la casquette ou le chapeau, la cravate d'un grand pays puissant en 1950. Donc, c'est un nationalisme un peu dépassé. C'est évident, cela. Les Iraniens royalistes veulent la bombe. C'est dommage que ce soit les mollahs qui l'aient. Bon. Ça, c'est du nationalisme iranien utilisé, interprété, abusé, tout ça. Ce n'est pas le problème. Que des gens en Iran veuillent la bombe, c'est évident. Il y a des groupes gardiens de la Révolution, notamment, qui veulent la bombe. Mais des gardiens de la Révolution aussi ne veulent pas la bombe. D'autres qui disent, la guerre Irak-Iran, on l'a gagnée avec des vieilles Kalachnikov pourries et avec notre combat de terrain. Ce qu'il nous faut, c'est des chars d'assaut et des forces terrestres combattre les talibans et des protéger les frontières. Contre Bahreïn ou l'Arabie Saoudite, ce n'est pas des bombes atomiques qu'il nous faut. Hein. Le trafic de drogue qu'il y a avec l'Afghanistan, ce n'est pas la bombe atomique pour le trafic de drogue. Ce sont des forces terrestres. Et donc, beaucoup de gardiens de la Révolution actifs sont contre la bombe atomique, qui est une espèce de parapluie qui ne sert à rien concrètement. Donc, les Iraniens veulent la bombe. Quels Iraniens? Qu'il y en ait qui la veuillent, c'est évident. Mais de la résumer, les 80 millions d'Iraniens et tout le système politique iranien, au fait qu'un certain nombre de gens ont effectivement fait un programme militaire incontestable, mais qui a été survalorisé pour dire, regardez, les Iraniens sont le danger mondial. Le danger mondial, disait Sarkozy, avec des missiles anti-missiles pour que la France réintègre l'OTAN et avoir des missiles contre qui? Contre la Russie, en clair. Non pas contre l'Iran, bien évidemment. Et on revenait, ce n'est pas l'Iran qui était en cause, c'était réintégrer l'OTAN, l'enjeu. Et on a utilisé l'Iran pour que la France réintègre l'OTAN. Voilà l'enjeu. Et les Iraniens n'étaient pour rien dans l'affaire. Ils ont bien servi. Vive la bombe atomique iranienne qui a servi les intérêts de M. Sarkozy. Bon, bravo. On va bientôt bien joué. On va bientôt conclure. Pour répondre à ce que disait Mme Kahn sur ce qu'ont fait les partis de gauche, pour nous, comme vous le savez, Génération.s, on est membre du pôle écologiste, hein, on est derrière la candidature d'Yannick Jadot. Et je pense que ce type de table ronde, justement, contribue, puisque Bernard et moi, on est les co-référents du comité thématique sur l'international. William nous a quittés, mais c'est le responsable au sein de la direction de Génération des questions internationales. Donc, on travaille, on fait des notes, on fait des propositions, on travaille beaucoup notamment sur les questions sur des propositions pour la politique extérieure de la France et de l'Europe, qu'on pousse au sein de l'équipe de campagne de Yannick Jadot. Alors après, voilà, c'est pas Jadot qui gagnera la présidentielle. Mais en tout cas, et on essaie d'avoir une parole, et je pense que justement, votre participation à tous les trois, ça contribue à nous aider à comprendre, à réfléchir, à travailler et à faire des propositions qui prennent bien en compte tous les éléments voilà, lors de la campagne. Donc, je pense que si chacun pouvait conclure en 2 minutes, peut-être justement sur, alors quel est l'avenir de l'Iran? Dans tous les cas, l'Iran, enfin, je pense qu'on est tous d'accord ce soir, est un pays essentiel dans les équilibres régionaux du Moyen-Orient et de la région. C'est un pays qui l'a toujours été, ça a été rappelé, et qui est toujours un pays essentiel, même s'il est, on l'a dit, dans une position difficile actuellement dans de nombreux domaines, que ce soit économique ou géopolitique. Mais alors, comment vous voyez l'avenir dans les mois et années qui viennent pour l'Iran, et est-ce qu'on peut avoir de l'espoir en sachant aussi la résistance des femmes, en sachant aussi la richesse
des classes moyennes et des classes éduquées, hein, parce que c'est un pays où la population est très éduquée, très formée, qui a beaucoup de connaissances. Bon, on sait qu'il y a les réseaux sociaux aussi qui permettent de faire en sorte que les gens communiquent avec d'autres pays et d'autres… voilà. Donc, comment vous voyez, je ne sais pas qui veut commencer sur quel avenir pour l'Iran? Je veux bien m'y coller pour commencer. Comme ça, Azadeh aura le dernier mot. Bon, on dit toujours l'Iran est important, l'Iran c'est la clé, l'Iran va à l'avenir, et j'ai été le premier à dire ce soir que je voyais déjà les fins de l'islam politique, etc. Les dynamiques, on les voit, elles sont là depuis longtemps, mais elles ont été contrées. Et donc, je reprends l'interrogation d'Azadeh, que faisons-nous ici en France pour libérer les Iraniens et arrêter de les emmerder et de leur tomber dessus pour un oui ou pour un non? Et décidons d'être pragmatistes. Effectivement, Raïssi, ce n'est pas un ange, on le sait très bien, mais peu importe son nom, il faut sortir de cette impasse des sanctions et faire que l'Iran revienne et que nos entreprises, effectivement, même si elles rechigneront pendant quelques temps, puissent repartir et que nous puissions, nous autres universitaires, partir en Iran sans se faire arrêter à l'aéroport. Ce terme. Oui, je dirais oui que déjà, c'est ce qu'on peut faire pour c'est essayer de mieux comprendre. Et je suis d'accord avec Bernard, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait déjà la capacité à avoir un dialogue normal qui ne soit pas instrumentalisé et surtout cette surreprésentation de la question nucléaire qui est partout. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien était à Paris récemment. C'est incroyable, c'est toutes ces réceptions au nom de la paix, etc., toute cette légitimité, etc. Donc peut-être essayer de s'intéresser en pourcentage à d'autres sujets que l'obsession nucléaire, surtout la France, je veux dire, un pays doté de l'arme nucléaire qui n'est pas du tout exemplaire dans ce domaine. Je pense qu'on enverrait peut-être un autre message différent et surtout peut-être une alternative à ce qui est fait depuis, enfin surtout à l'époque du président Sarkozy, comme Bernard l'a noté, et sous le président Macron, parce qu'il y a une grande continuité entre le président Sarkozy et le président Macron sur la question iranienne, c'est d'essayer de sortir en fait de cette impasse de vouloir jouer un équilibre dans la région. C'est comme ça qu'on parle au Quai d'Orsay, de cet équilibre donc, entre régimes autoritaires et de ne pas, par exemple, développer des nouveaux médias ou essayer de créer des contacts de société civile à société civile. Mais à chaque fois qu'on évoque ces questions avec les institutions, on a la même réponse, c'est-à-dire il n'y a pas d'alternative du côté iranien. Donc j'invite Azadeh, puisque ça va être son tour, à parler justement des alternatives au régime et de cette volonté de la population pour qu'il y ait, qu'on mette fin à cette réponse cynique en fait, qui nous est donnée à tout chercheur qui s'intéresse à autre chose que le nucléaire. Merci Clément. Mais je voulais dire que déjà, la réouverture de l'Iran aura certainement des conséquences, je dirais, positives pour l'ensemble de la région, puisqu'on connaît l'influence importante de l'Iran quand même aujourd'hui, même au Liban encore, en Syrie encore, en Irak encore, et aussi au Yémen. Donc forcément, quand on ouvre l'Iran et quand on normalise, ça veut dire que on apaise aussi les conflits régionaux. Pour répondre à Clément, effectivement, je ne vois pas aujourd'hui, dans le cadre des sanctions et des tensions très grandes aujourd'hui en Iran, d'autres alternatives. Et je pense, et je l'ai toujours dit, que d'ailleurs la force du régime islamique d'Iran à se maintenir au pouvoir est en partie aussi liée à la faiblesse de son opposition. Mais à chaque fois qu'il y a eu une opposition interne, je ne parle pas de opposition extérieure que les Américains nous emmèneraient, comme ça a été le cas en Irak, mais une opposition interne et intérieure, eh ben, on a constaté effectivement qu'il y a eu, par exemple, l'Iran a été placé dans l'axe du mal sous George Bush Jr. À ce moment-là, l'Iran, la société civile iranienne, les alternatives étaient vraiment en train de se construire, en train de se créer de la part aussi des jeunes générations dans ce pays. Et donc, ça a été bien évidemment très au détriment de cette même construction d'alternatives, je dirais.
Aujourd'hui, la situation est encore plus alarmante, comme on vient de le dire. Donc, raison pour laquelle, quand je plaide pour la fin des sanctions américaines contre l'Iran, pour la réouverture de l'Iran vers le monde, c'est aussi pour pacifier la situation interne de l'Iran afin que ces alternatives puissent à nouveau émerger. Ça prend du temps, c'est pas pour demain, mais si je sais que ce pays va changer si on le permet, si je peux dire, et qu'il y a aussi une question générationnelle, le guide, même M. Raïssi, etc., on connaît leur âge. Raïssi est jeune quand même, mais les autres, M. Giannati, etc., ceux qui décident, les mollahs, par exemple, sont souvent très âgés, et alors que la moyenne d'âge de la population est environ de 31 ans. Donc, voilà un peu aussi la réalité de ce pays. Et en cela, l'Iran n'est pas très différent, ma foi, de l'Algérie. On constate aussi l'écart qui existe entre les dirigeants algériens et, par exemple, la majorité écrasante de la population algérienne. Donc, voilà, on en est là. L'Iran n'est pas non plus une exception dans le monde, non, mais laissons ce pays respirait. Moi, je ne suis pas du tout complotiste, mais je ne pense pas, je me pose la question de savoir comment se fait-il qu'à chaque fois que l'Iran commence à respirer, que la société civile commence à émerger, que par exemple on commence à penser et à parler d'une construction d'alternatives, il y a les États-Unis qui sont toujours là, soit Bush Jr., soit Trump, et j'en passe et d'autres. Donc voilà, c'est ça aussi la politique. Si on veut vraiment aller à l'encontre des conflits régionaux existants, je ne parle même pas seulement de l'Iran, il faut que l'Iran, qui est une puissance régionale, qu'on le veuille ou non, malgré ses faiblesses actuelles, Clément, ça reste quand même une puissance régionale. Essayons aussi d'apaiser autant que possible la situation. Donc, la première étape pour moi, c'est la levée des sanctions états-uniennes contre ce pays. Ça va profiter peut-être à Raïssi pour 2 ans ou 3 ans, mais ça va surtout profiter à la société iranienne. En tout cas, merci à vous, et je pense qu'on a bien retenu ce que vous venez de dire sur la question de la levée des sanctions et sur la nécessité de, justement, comme ça, de permettre à la société iranienne de respirer. Bernard, tu veux rajouter quelque chose? Oui, clairement, oui. Enfin, j'entends tout à fait cet appel. Je le considère tout à fait bienvenu. Oui, je pense qu'il faut laisser respirer l'Iran, c'est clair. Mais pour ne pas sans repartir le débat, mais je voulais juste dire peut-être que simplement, il semble que c'est un conflit, dans le fond, géostratégique qui oppose l'Iran à l'Arabie saoudite. Et que Ils sont en train de négocier. Ils sont en train de négocier. Sérieusement, ça avance bien. Laissez-les faire. Non, n'interrompez pas ces négociations, s'il vous plaît. Non, l'Iran et l'Arabie saoudite ont bien compris que malgré tout... Ils peuvent se parler. Ils peuvent se parler sans que les Américains ne dérèglent la partie. Justement, il ne faudra peut-être pas que les Américains s'en mêlent, parce que de tout ce que moi j'ai compris ce soir, c'est qu'à chaque fois que les Américains se mêlent de quelque chose, en général, c'est pas vraiment un succès. Donc, voilà. Non, ils sont en train de négocier, et visiblement, c'est sérieux. On parle même de la possibilité prochaine de la réouverture de l'ambassade des États-Unis, de l'Arabie saoudite, lapsus, en Iran, et vice-versa. Donc, les négociations existent. J'espère qu'il n'y aura pas d'interférence de la part des puissances. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. En tout cas, merci à vous. Merci à vous trois. Merci de votre vraiment invitation. passionnant. Et merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. À une prochaine. Merci. Au revoir. Ouais, au revoir.